contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches pourries de pesos. Ce type-là est un professionnel. Depuis quand êtes-vous un expert en astrophysique thermonucléaire? Hier soir. Yippee-ki-yay, pauvre con. Où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades. Baby, you're cold as ice. Well, I don't believe a word, but you were willing to sacrifice. Bonsoir et bienvenue dans Qu'est-ce qui devient? Eh oui, aujourd'hui ce n'est pas Chris, j'ai arrêté Culturium, donc je me suis dit allez, vas-y, maintenant je s'aborde Qu'est-ce qui devient, et puis comme ça on reviendra pas pour une nouvelle saison. Non, on reviendra normalement pour une nouvelle saison. On sait que c'est ce soir, Chris. C'est toi, Chris, t'as changé le modulateur de ton micro pour prendre la voix de Flo. Bon, ok, d'accord, c'est oui, moi, oui, c'est voilà. moi, excusez-moi Là, une on fois. l'a tout de suite. Donc je suis bien évidemment Laurent, Laurent, et je suis ce soir avec un homme qui erre seul la nuit dans les parkings à la recherche de sa Floridis. C'est Thomas. Salut Thomas, ça va? Salut à toi, jeune entrepreneur. Et on peut remercier Storm pour cette belle intro. Et d'ailleurs, il est avec nous. C'est un homme qui a découvert que pour dormir, Chuck Norris portait des slips à son effigie. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment c'est arrivé ça? Bah écoute, je suis son modèle, hein, tu vois, tout le monde sait que Superman Ça dort m'étonne avec un pas. pyjama de Chuck Norris, et ben Chuck Norris dort avec un pyjama à mon effigie, voilà. Et est-ce que ce serait pas ça la rançon du succès? Bien Bien évidemment que C'est si. ça, et Mais Terence tu es Hill. dans Qu'est-ce qui devient et dans l'entre de la peur, et c'est déjà pas mal. Alors que t'aurais pu juste dire, celui qui drague Brigitte Lahaie en convention est avec nous ce soir. C'est Aussi. c'est vrai. C'est vrai. Enfin, je l'ai dragué pour quelqu'un. Oui, Et oui. tu auras ma reconnaissance éternelle. Et je suis en train de penser à Chris qui va devoir monter cet épisode. Ouais. Où on part déjà en couille au bout de 2 minutes. C'est incroyable. Ça va Chris? Coucou. C'est nous. Et aujourd'hui, bien évidemment, hein, on a fait des nanars et des navets. Je préfère préciser Oui. les deux termes puisque on l'avait déterminé. On avait fait les nanars et les navets français. Eh bien, on est de retour pour une deuxième partie avec 5 nouveaux films. Et je vous propose, s'il vous plaît, de commencer tout de suite parce que plus vite on aura fini, plus vite on sera débarrassé de ça. Oh Mike! Arrête! Tu m'as fait peur! Le dîner est prêt, Sam veut qu'on passe à table. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle de te baigner nu. Mais j'y vois aucun mal et comme tu sais, moi je n'ai rien à Eh cacher. bien, retire ta serviette. Rends-la-moi s'il te plaît! Entre frères et sœurs, tu as raison, il ne faut rien se cacher. Oh! Arrête! Rends-moi ma serviette! Non. C'est stupide et c'est pas drôle! Et ne me regarde pas comme ça! Dommage que tu sois ma sœur. Oh, excuse-moi. Voilà, donc on va commencer avec le premier film, c'est un classique dans le monde du nanar, c'est Whitefire, Vivre pour survivre, qui est sorti en 1984, réalisé par Jean-Marie Palardi, et au niveau du casting, on a qui? On a Robert Ginty ou Mike, Fred Williamson, Noah, Belinda Main, Ingrid et Olga. Oh, deux rôles. Il y a de la composition. Quoi. Et Jess Ann qui joue le rôle de Sam. Et c'est Tom qui va nous faire le résumé. Et oui. Oh, le- Comment résumer ce film? Nous avons un frère et une sœur, et dommage qu'elle soit sa sœur, qui sont responsables dans une sorte d'exploitation minière, je crois. Et il se trouve que dans leur exploitation minière, ils le savent pas encore, mais il y a un énorme diamant qui s'appelle le Whitefire. Fire.
La Wildfire. La Wildfire. Et qui est un diamant qui est très chaud et qui est explosif. Autant que Olga. Voilà, aussi chaud que Olga. Oui, que Ingrid, enfin ça va, ouais. Et qui est explosif. Résumer plus que ça le film, je pense, n'aurait aucun sens, étant donné que le film perd son sens au bout du premier tiers. C'est surtout extrêmement compliqué, ouais. Pour des raisons assez évidentes. Alors excusez-moi, je vais faire un tunnel peut-être un petit peu long, mais j'ai une putain de super anecdote quand même sur ce film sur Jean-Marie Palardi. Et Chris m'avait dit toi, surtout en fait, qui a fait ce film. Tu nous la racontes pas à l'épisode précédent, tu la gardes pour l'épisode où on va parler de Whitefire. Oui. Et j'ai eu la chance de voir Whitefire dans alors pas la nuit Nanarland. À l'absurde. Mais je l'ai vu à Nantes à l'absurde séance. Alors on était quand même. Alors on n'était pas 2500 au Grand Rex, mais on était quand même 450 dans la salle. Je pense que effectivement il y avait que des amateurs de nanar parce que ça a été une ambiance absolument exceptionnelle. Et la séance a eu lieu en présence de Jean-Marie Palardi. Oh. Nous avions la chance d'avoir sa sainteté avec nous pour une masterclass avant le film et pour un débrief après le film. Ça devait être quelque chose. Une masterclass avant le film, plus le film, ça fait 2 masterclass en fait. Et 3 si tu mets le débrief après, quoi. Et comment dire, sa réputation n'est pas galvaudée à l'animal, hein, voilà, c'est quand même un personnage. Et bon, il nous a quand même avoué à demi-mot que c'était pas une histoire autobiographique, mais que elle s'était quand même un peu inspirée de sa vie. De là à dire qu'il avait envie de baiser sa sœur, nous, on n'a pas fait des kilomètres quand même. Est-ce qu'il a une sœur déjà ? On ne sait pas, il n'a pas voulu répondre à cette question. Mais en tout cas, moi, il y a une personne que j'ai plaint dans la séance, c'était la jeune fille de 25 ans qui avait eu la bonne idée de s'asseoir au premier rang avec son mec. Aïe. Et pourquoi tu fais ça, madame ? Elle a pris quelques petites remarques pendant toute la soirée, voilà, sur le fait qu'elle était quand même mignonne. Moi, j'aurais payé cette séance pour faire l'avant et rien que pour faire l'avant et l'après. Moi, si on m'avait dit tu viens, tu vois l'interview de Palardi avant et après le film, mais tu vois pas le film, j'aurais dit ok, d'accord, c'est bon, c'est 5 € pour ça, ça va. Mais quand même. Ce mec, il est passionnant à écouter parler. Hein. C'est un truc de dingue. Alors. Et il a complètement assumé le fait que maintenant que tous les films qu'il avait fait, c'était des nanars. Alors, il a commencé par le porno, en plus. Ouais. Avec des classiques, en plus. Avant de faire des films normaux, étonnant. Il a fait du porno. Ah oui, l'arrière-train sifflera 3 fois. Celui-là, oui. Quand même. Mais ce qui est bien, c'est que ça se voit pas du tout dans sa filmo. Non. Il a fait des trucs de cul. Il en parle avec une légèreté, un détachement qui est absolument incroyable. Alors nous, on était les quatre potes de Baby Graveur à y être allés et on avait emmené nos nanas. On peut pas dire qu'elles ont goûté la séance autant que nous, hein, parce que bon, elles sont ressorties là. Bon, alors Palardi, c'est un gros porc. Oui, ok, d'accord. Dis-nous quelque chose qu'on sait pas. Et puis le film, mais le film était complètement nul. Alors on a dit, les filles, ça va, vous avez rien compris. C'est voilà. Mais donc voilà, on a goûté ça. Et donc à la fin du film, redébrief avec Jean-Marie Palardi, où il a failli mourir quand même. Hein. Parce que il est descendu les escaliers, il s'est pris le pied d'un spectateur qui débordait de la rangée, et il s'est vautré sur les 3 dernières marches. On a vraiment cru qu'on allait le perdre. Voilà, ils lui ont apporté un verre d'eau, ça allait mieux. Et là, ils ont parlé de sa carrière, ils ont parlé de Brigitte Lahaie. Voilà. Il a fallu que le petit moment émotion. Le maître de cérémonie a remis 10 balles dans la machine, tu sais, à un moment. Il dit, on peut pas te laisser partir sans que tu nous parles de Brigitte. Et là, il avait des étoiles dans les yeux. Il dit, Brigitte. Bon, ok, c'est clair, hein, ça va. On a compris, on sait qu'il l'a baisé. Voilà. Il y a pas de problème. Mais voilà, on a vraiment passé une soirée. Ah ouais, mais il joue dans le film au début. Ouais, c'est lui qui joue le père. Ouais. C'est lui qui joue le père au début. Donc voilà, dans les années 70, plutôt. C'était un ancien mannequin.
Ouais, mais donc voilà, on a passé quand même une soirée extraordinaire et puis on a vu, pour moi un des meilleurs nanars que j'ai jamais vu. Je me suis marré du début à la fin tellement c'est absurde, ubuesque tout le long. Une des meilleures bastons à la tronçonneuse que j'ai jamais vu. Beaucoup de moustaches et aussi. puis Beaucoup de moustaches aussi. beaucoup de moustaches. Beaucoup de moustaches, mais en même temps, et puis 70-80, ça va. Puis, enfin voilà quoi, des punchlines extraordinaires, voilà. Ah, si t'étais pas ma sœur, je pense que tous les adeptes de la nuit nanarlande connaissent cette réplique par cœur, quoi. Bien sûr. C'est du même niveau. Voilà, désolé, j'étais un peu long, mais fallait que j'en parle. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Et du coup, tu nous en as dit un petit peu ce que t'en pensais. Et toi, Chris, qu'est-ce que tu as pensé de Whitefire ? Bonjour l'équipe, bonjour tout le monde. Désolé mesdames, messieurs, je peux pas être là aujourd'hui. Ça a été vraiment annoncé à la dernière minute. Je suis vraiment désolé de vous imposer Flo à la présentation. J'essaie toujours de vous proposer de la qualité et vraisemblablement aujourd'hui, voilà, ça ne l'est pas. Et je viendrai personnellement chez chaque auditeur pour donner mon épaule pour pleurer et pour excuser ce contretemps. Whitefire. Bah écoutez, pour vous parler de Whitefire, je vais essayer d'imiter un nanardeur célèbre pour que ça passe encore mieux. J'essaye, soyez indulgents. Mes enfants, bonsoir. Je suis le professeur Rico et qu'est-ce qui vient m'a demandé de vous toucher 2 mots au sujet de Whitefire, Vivre pour survivre le diamant, œuvre séminale, littéralement le patient zéro du site Nanarland. Ce film de Jean-Marie Palardy de 1984 où Mike, un aventurier réfugié en Turquie avec sa sœur Ingrid, tente de mettre la main sur le Whitefire, un diamant de 1000 carats dont la simple vision peut vous rendre fou, un peu comme le film lui-même. Hélas, Ingrid, qui avait réussi à se faire empocher dans la mine où se trouve le diamant, est assassinée par la mafia. Mike va donc recruter Olga, une jeune américaine de passage, pour en faire le sosie de sa sœur grâce à la chirurgie esthétique et pouvoir mettre plus facilement la main sur le diamant. Sauf que ce faisant, il tombe un peu amoureux de sa sœur, enfin du sosie de sa sœur, non ce n'est pas sale. Entre roublardise et mégalomanie et incompétence, entre sbires moustachus et combat à la tronçonneuse, guest star et errant sans but dans les carrières, en train de déblatérer des lignes de dialogue incohérentes, Whitefire, c'est un concentré de folie filmique, porté par un auteur-réalisateur démiurge persuadé de tourner le film du siècle. Alors clairement, le monde se divise en 2 catégories, les gens qui ont vu Whitefire et sont rentrés en nanardise comme on embrasse la voie vers le divin, et ceux qui n'y comprennent rien parce qu'ils sont un petit peu morts à l'intérieur. Je vous souhaite grandement de faire partie de cette première catégorie qui vous placera parmi les véritables cinéphiles d'exception. Je vous souhaite donc de découvrir ce film, et si vous ne l'avez pas fait, sachez que je vous envie secrètement, tant le voyage vaut sacrément le détour. Et Storm, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce film ? Bah pareil, je veux dire, Whitefire, c'est pas pour rien qu'il a son statut aussi culte en tant que nanar. Hein. Ce film, c'est une perle, quoi. Je veux dire, tu te fends la gueule du début jusqu'à la fin. C'est vraiment pour des gens qui voient pas ce que c'est un nanar. Tu veux vraiment voir la différence entre un nanar et un navet, regardez Whitefire et vous allez comprendre la différence avec un nanar et un navet, parce que là c'est fun, jamais tu te fais chier, tu peux même le regarder tout seul, tu rigoleras. Alors c'est vraiment voilà, Palardy, c'est comme disait Tom, c'est un mec qui est vraiment hyper intéressant à écouter parler. C'est un gars qui est vraiment loin d'être bête, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient peut-être se dire. C'est un gars qui est un vrai amoureux du cinéma. C'est vraiment un mec qui aime le cinoche. Hein. Il a de la culture, hein. Ouais, c'est un gars, apparemment ça se voit quand on l'entend parler, mais c'est un mec qui a un bagou de ouf. Le mec peut embobiner n'importe qui, n'importe quoi. C'est pour ça que les gens vont dans ces films. De quoi, Flo ? C'est pour ça que les gens vont dans ces films. C'est ça, il disait, apparemment, c'est un mec, il est capable d'attendre dans un aéroport une star qu'il voulait voir et prendre le même avion que lui pour aller le bassiner pendant 8 heures et puis sortir à la fin avec une promesse de ouais, c'est bon, je viendrai jouer dans ton film, quoi. Ce mec, il flirte entre la réalité et le mensonge surtout, parce que des fois on croit qu'il mitonne, mais quand on pioche un peu, apparemment, il mitonne pas tant que ça, il y a du vrai, il y a toujours, c'est un vrai personnage. Je pense qu'on en fait
plus beaucoup des gars comme lui maintenant, quoi. Et Whitefire, bah voilà, ce qu'on peut dire aux gens, c'est regardez-le, hein, vous allez vous fendre la gueule. Et puis vous allez remarquer, Whitefire, il y a vraiment une différence entre le premier tiers et puis le reste du film, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte à la fin du premier tiers qu'ils auraient pas le budget pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc tout leur truc un peu espèce futuriste, machin et tout, où t'es dans une espèce de base souterraine, bah, tout ça s'arrête complètement et ça part sur un téléfilm de baston avec complètement what the fuck. Ouais, des trucs invraisemblables, des situations où même rien que le côté comme tu dis futuriste, quand elle rentre dans bureau de mine, je sais même pas comment on pourrait appeler ce truc-là. C'est pas pourquoi elle rentre, il y a un truc, tu montes de loin, une espèce de scanner, là il y a un mec qui se fait torturer puis il se fait buter parce qu'il a pillé 3 machins, l'hôtel il va, elle regarde, ok c'est bon, puis elle repart bosser, enfin il faut le voir. Enfin pour ceux qui l'ont pas vu, matez. Non mais alors effectivement, hein, faut le voir. Moi je l'ai découvert, même si je connaissais de nom. Oui. Hein, tu connaissais la réputation, la répute, tout ça. Quand tu t'intéresses un minimum au truc, tu connais la réputation et tu connais de nom le film et tu vois le nombre de youtubeurs qu'ont pu prendre ce film pour exemple pour en parler. Et j'avais déjà vu des images, mais quand je l'ai regardé vraiment d'une traite, je me suis dit ah oui non d'accord, c'était à ce point-là. Et en fait, je me suis dit que tout ce que j'avais pu voir avant qui était proposé sur Whitefire, c'était en dessous de la réalité. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai fait ah ouais non mais c'est vraiment ça. Mais les potards sont à 800 000. Mais je crois qu'il est cassé. Il est cassé, mais le potard. Le potard est cassé et tu as des personnages qui arrivent, tu ne comprends même pas qui c'est, mais ils sont là, ils sont cool. Hein. Et tu dis en fait t'es policier quoi. Ouais le black là qui débarque de nulle part, et machin policier. Voilà, mais tu sais pas pourquoi il est là. Et cette résolution de film à la fin dans la grotte et à la fin il y a le black et c'est bon. Ne lui fais pas de mal, je te laisse partir. Et puis t'as des incohérences partout. Genre, c'est exceptionnel. Genre quand t'as le mec, c'est moi qui ai tué ta sœur. Non, c'est pas lui en fait. C'est même pas le même acteur. Putain les mecs, c'est votre film, regardez au moins, mettez le bon gars quoi. C'est même pas le bon gars quoi. Mais il était pas disponible ce moment-là. Je suis sûr que ça pourrait être un truc comme ça. Ça doit être un truc dans le genre. Il avait fini ses scènes, il s'était barré et tout. Il dit merde, on va devoir remettre quelqu'un d'autre parce que le scénario a changé 3 fois ce genre de truc. Ah oui. Pour avoir déjà fait ce genre de truc, ça m'est déjà arrivé en tant que réel de dire bon allez on va tourner. Ah merde non, il y a pas tout le monde. Bon bah toi tu vas être de dos et le gars ressemble pas du tout. C'était pas une doublure crâne Bruce Willis alors. Il était pas chaud lui. Ah non. non c'était pas Cosmic Sin non. Mais non Whitefire c'est il faut le voir, ceux qui l'ont pas vu regardez-le. C'est un classique. Et regardez-le avec des potes et de la bière si vous pouvez, c'est encore pire quoi. C'est enfin encore mieux. Et c'est vraiment ce qu'on peut appeler un nanar. Ça oui, vraiment ça c'est un vrai nanar. Ça fait partie de la catégorie. Moi il y a 3 films devant lesquels j'ai pris un plaisir extraordinaire à regarder, à me marrer avec les potes. C'est celui-là. C'est le premier nanar que j'ai regardé qui était Invasion USA. Et puis avec Chuck Norris et puis Alien Crystal Palace, c'était une découverte exceptionnelle. Et à chaque fois c'est du rire en barre quoi. Après si tu restes dans les gros classiques de nana, oui tu vas avoir Piège mortel à Hawaï, pareil qui est dans les têtes de liste les plus connus. Qu'est-ce que tu pourrais avoir encore vraiment en tête de liste avec Whitefire, Au Sauvage. Oui, Au Sauvage. Au Sauvage. Le Sauvage qu'on a vu ensemble quand même, c'était Au Sauvage, c'était extraordinaire. Et le sel aussi du nanar forcément provient énormément du doublage. Alors comme les gars de Nanarland nous l'ont expliqué à la dernière nuit, il y a des films qui sont vraiment pas terribles mais qui ne valent que par leur doublage, d'autres aussi par là, tu prends Au Sauvage par exemple. Au Sauvage c'est le doublage qui fait tout. Au Sauvage c'est le doublage qui fait tout, mais voilà. Et puis d'autres par le what the fuck que tu as tout au long et celui-là en fait partie. Alien Crystal Palace en fait partie quoi. Mais même là dans Whitefire le doublage il est juste exceptionnel. Et moi vraiment j'ai vraiment regardé 2-3 fois, je me suis dit l'année c'est vraiment 1984. J'ai l'impression que le truc a été fait en 67. C'est vraiment mais en retard sur tout de A à Z. Et c'est cliché avec il y en a qui ont des accents mexicains, l'autre gros américain qui a un accent à couper au couteau.
Et dans le doublage français, c'est le diamant, il l'appelle pas le Whitefire, il l'appelle Whitefire. Whitefire. Ils sont tous en train de mâcher un chewing-gum comme quand ils parlent de trucs. Ça fait marrer la il y en a certains qui mâchent même pas un chewing-gum. C'est un moment, je me suis dit, mais attends, il a vraiment dit ce nom-là ou il a dit le Whitefire? C'est arrêté, il Whitefire. Ça, plus la musique. La musique Whitefire, la musique Whitefire, chaque fois qu'elle retentissait, mais t'as la salle qui clapait à chaque fois tellement on est mort de rire. Non, franchement, c'est super. Le film a été pensé pour être vendu à l'international, parce que le réel, il est crédité en tant que John M. Pallardy, quand même. Oui, j'ai lu ça. Tu vois la signature, John M. Pallardy, motherfucker Pallardy. Non, mais puis tu vas voir tous les, ce qu'on pourrait dire maintenant tous les clichés du nanar avec, genre Whitefire, par exemple, quand les mecs sont, le Whitefire, ouais, le Whitefire, le Whitefire. Oui, le Whitefire. Du remplissage partout, enfin, non, il faut le voir, après, vous pouvez jouer au jeu à boire à chaque incohérence, mais vous ferez pas 3 minutes. Je pense, non. C'est clair que là, tu joues pas longtemps. Non, là, il faut avoir des reins solides. Allez-y, faites-vous plaisir. Il est évidemment super bien noté sur le site Nanarland. Je crois qu'il est à 5 sur 5, je crois, sur Nanarland. C'est mérité. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, messieurs, sur ce film? Moi, si je fais les rayons des discounters et des cash converters pour trouver alors tu peux un DVD. Tu peux le retrouver. Moi, je l'avais en DVD, je l'avais trouvé sur Amazon, il est dispo. Ouais, mais ils doivent le vendre. Non, je crois que je l'avais chopé un truc à 14,99€, je crois, un truc comme ça. Quand même, ils sont pas chiés, quand même. Oh, ça va, c'est Whitefire, quand même. On peut dire, Tom, que tu es à la recherche du Whitefire. Je suis à la recherche du Whitefire. Par contre, le Blu-ray, Whitefire, en termes de prix. Je pense que oui, là, le Blu-ray, il suffit d'une qualité un petit peu au-dessus, et puis c'est... Alors, la qualité au-dessus, comme le film, on met les potards. Je sens pas trop la remasterisation. Enfin, je l'ai pas vu en Blu-ray. Je demande à voir, quand même. Je pense pas qu'il y ait eu un travail de remasterisation. Qu'il soit foulé quand même des masses, quand même. Ouais. Je sens pas le 5 points TS Master HD là-dessus, tu vois. Non, j'y crois pas trop, quand même. Donc, avec un nouveau doublage. Nous sommes venus chercher le Whitefire. Ah non, surtout ne touchez pas au doublage. Non. Pitié. Mais c'est ce que les distributeurs ont tendance à faire, mais effectivement, il ne faut pas le faire. Parce que sinon, ce n'est pas une bonne idée. Tout le film. Eh bien, si vous n'avez plus rien à dire, je vous propose de passer aux commentaires. C'est de la merde. Quoi? Sire, c'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Et Storm, c'est toi qui as distribué les commentaires pour cet épisode. Et là, pour Whitefire, ça va être un feu d'artifice, puisque c'est tout le monde qui devait choper des commentaires. Comme c'est un grand classique, on a dit ça semblait nécessaire, tu as raison. Je n'ai rien du tout, donc je vais chercher un truc à l'arrache. Et très bien. Eh bien, tu sais quoi, on va commencer par Storm, ensuite je continuerai et tu termineras. Comme ça, tu as le temps de chercher. Vas-y, Storm. Alors, j'ai un 1,5 étoiles de Tom PSG Cinéma. Oui, mais on sait qui c'est, Tom PSG, c'est Thomas. Non. Alors, le commentaire premier degré, je pense, en plus. Réalisé au milieu des années 80 par Jean-Marie Pallardy, un spécialiste des films X et érotiques, ce film d'action s'avère malheureusement bien mal filmé et possède en plus une interprétation assez calamiteuse de son casting, où l'on retrouve notamment un certain Kevin Williamson. Reste la présence d'une histoire pas déplaisante à suivre, mais cela reste clairement insuffisant concernant ce long métrage qui est de mauvaise qualité. Je pense qu'il a pas compris. Pour l'histoire, franchement, ça va. C'est juste des mecs qui cherchent un putain de diamant qui est trouvé genre minute 3. Et beaucoup de moustaches. Et le diamant est même pas caché. Non. C'est juste, il est dans une petite enclave. Et il y a juste une putain de J'aime bien quand il te simule le côté, genre c'est les bulldozers à force de faire bouger la terre qui ont ouvert plus ou moins Oui. Sauf qu'en fait, les bulldozers, quand tu regardes, ils sont au-dessus, ils poussent la terre, ça devrait reboucher, mais pas ouvrir, tu vois. Enfin bon. Mais oui. Non. Pas grave. D'accord. Ensuite, j'ai un 5 étoiles de un visiteur. Je lui décerne la palme d'or du nanar. Car tout est dans tout et tout est dans ce film. C'est à la fois un film d'auteur, un film d'action, un film d'aventure, d'horreur, un film de moustache, un film de Star Wars, un film de diamant radioactif, un film érotique sur l'inceste, avec la réplique cultissime, dommage que tu ne sois pas ma sœur. Un dépliant touristique sur la belle ville d'Istanbul, spécial dédicace à John Lord pour la chanson Whitefire, trop bien.
Robert Ginty et Fred Williamson qui sont vraiment la grande classe internationale. Effectivement, merci Storm. De mon côté, moi j'ai un 5 étoiles trouvé sur Letterboxd de Mayat The Cinema qui dit « Oh, comme une envie de pécho un membre de ma famille ». Et j'ai une étoile qui dit « Moi, quand je gaslight le sosie de mon frère into being mon frère so that I can burn the white fire with him. We all know what it means. » Oh, l'accent est fou. Entre parenthèses, c'est Paul qui m'a dit d'écrire ça et on est bourré. Je trouvais le twist assez sympa. On va pas venir en plus. Est-ce que tu as trouvé quelque chose oui. d'intéressant? Alors oui, j'en ai trouvé une en 5 et une en 0, enfin en 1,5. Ouais. Alors 5 étoiles de Florent Balme. Non, désolé Flo, c'est pas toi. C'est moi. Et je pense qu'il a écrit la première critique du film. Parce qu'il dit comment ça, aucune critique pour Vivre pour survivre, dit Whitefire, dit Le Diamant. Oui, parce qu'on l'a pas dit, le film a 3 titres quand même. Ouais, c'est vrai. Un film aussi culte, aussi magique, à croire que les bijoux du 7e art n'intéressent plus personne. Bijoux, diamants, vous l'avez ? Oui, oui. Voilà, allez, ça passe. Et donc un 0,5 étoiles de Gimleyami de Self. Enfin bref, vous trouverez son nom si ça vous intéresse. C'est con comme la lune, mais il y a une super musique. Whitefire! C'est un nanar de compète international avec des beaux plans nichons. Que demande le peuple? C'est le Whitefire! Exactement. C'est avec du plan nichon, et ça. Du plan nichon, du plan foufoune. On est servi, il n'y a pas de problème. Là, oui. Et on parle de plan nichon, on va passer tout de suite au deuxième film. Quelle transition, puisque ça s'ouvre sur un plan nichon aussi, ce film-là. Et on va parler d'un film qui est sorti l'année d'après, donc en 1985, et c'est Parking. Waouh. Parking qui a été réalisé par Jacques Demy, avec dans les rôles titres Francis Huster, Jean Marais, donc déjà on a du niveau quand même, Keiko Ito, Marie-France Pizier et Marion Gamme. C'est un triomphe. Elle est pas là. Tu sais bien qu'elle viendra pas, elle te l'a dit. Au retour, il te réclame. Eurydice! Répète après moi. Je dois te suivre. Je dois te suivre. Les bords de la... J'ai rencontré Caron, le passeur. Il venait me chercher. Et dans l'au-delà, le Styx. Storm, est-ce que tu peux nous faire le résumé de ce film? Oui, ça va être assez facile. Comment dire, vous connaissez l'histoire d'Orphée? Bah c'est ça. Voilà. Eh ben merci. C'était donc, qu'est-ce qui devient non, mais en vrai c'est ça. Pour le coup, c'est une revisite du mythe très libre. Très libre dans un Paris des années 80. Où le passage pour l'enfer est un parking, donc justement, et donc où Orphée va devoir aller pour revenir revenir sur Terre avec Eurydice. Voilà. Spoiler. Ah bah c'est le mythe d'Orphée, spoiler. Ça va mal marcher. Ça marche pas. Spoiler, quoi. Ça tourne mal. Alors. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film, Storm? Ah bah là aussi là pour le coup on est aussi sur un très bon nanar là. Il y a de la compète. Hein. Alors il y a d'accord. Alors ce qu'il faut préciser bien sûr, je sais pas si tu l'as dit Flo avant, c'est une comédie musicale. Hein. Oui. Effectivement, non, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement c'est vrai que c'est une comédie musicale. C'est une comédie. Si votre truc musicale, faut voir. Musicale, voilà. Ça. Si votre truc c'est de voir Francis Huster chanter, foncez. Hein. Faut foncer parce que c'est quelque chose. Donc ça. Moi je le savais pas. Faux, avant de regarder ce film, le film, je ne savais pas. Je ne savais pas que Francis Huster. Voilà. Ouais. Ça avait chanté dans le film. Vraiment. Ouais, donc ça chante pas bien, hein, donc. Non. Pour le coup, ça chante pas bien, avec des morceaux. Pas bien. Comment dire. C'est pas un bon acteur. Mais pour moi, c'est vraiment pas une comédie musicale parce que non, il chante, il y a que lui qui chante vraiment et il chante mal. Ah oui, ça il chante mal, c'est vrai. Normalement c'est tout le casting qui chante. Oui. C'est une vraie comédie musicale. Ouais, c'est vrai que comme ça. Alors, c'est pas juste. Comment on pourrait dire un film musical? Oui, un film où il y a Francis qui chante. C'est un style à part entière.
C'est une comédie Francis Huster qui chante. Que dire de ce film? Oh putain, c'est compliqué quoi. Donc c'est pas bien. Hein. Je pense que vous en doutez. C'est clairement un ovni. Donc ce film c'est clairement un ovni. Alors apparemment c'est un truc. Alors au départ je crois qu'il voulait Johnny Hallyday, Jean-Jacques Demy pour ce truc-là. Donc ça c'est pas fait. Après, il voulait, je sais plus qui c'est que j'ai lu, qui voulait comme chanteur aussi, ça s'est pas fait, et c'est retombé. Il voulait Mike Brandt, mais il s'est suicidé quand il a lu le scénario. Ouais, pareil. C'est chaud. Il voulait Balavoine, putain d'hélicoptère. Voilà. Claude François, c'était pareil. Hein, c'est quand il a voulu lire le scénario, il a revissé l'ampoule, il s'est fait avoir. Donc voilà, plus sérieusement, que dire de ce film? C'est un vrai ovni en vrai, en vrai ce film, du sens où, enfin, je sais même pas comment dire. Il faut le voir. Déjà, il faut le voir ce truc. Ah oui, non, faut le voir. Parce que c'est clairement, c'est clairement pas. Alors c'est pas facile à regarder, contrairement à Whitefire que je trouve qui se fait très simple. On rigole bien. Là, il faut et là, il faut vraiment être plusieurs. Ouais, parce que là, ça peut vite tomber des bras quand même. Bon, dire qu'ils ont mis Jean Marais là-dedans, le pauvre, mais qu'est-ce qu'il est bon foutre là-dedans. Je crois que c'est un de ses derniers films, Jean Marais. C'est lui qui a signé. Hein. Je me demande si c'est pas aussi le dernier film de Jacques Demy. Ah bah c'est très bien. Ah, ça c'est possible. Je sais plus, mais il me semble. On parle beaucoup des. Oui, on va parler beaucoup des derniers films de certains acteurs. Oui, c'est bizarre ça. Après, on a Gomez et Tavares bientôt. Jean-Yann, dommage. Donc, écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais laisser. Tiens, vas-y, Flo, parle un petit coup. Je vais rebondir sur toi après. Effectivement. Et du coup, Parking. Merci Tom pour la découverte. My pleasure. Parce que ah non, mais là je m'attendais à pas grand-chose. Et t'as quand même été déçu. Au final, je ressors. C'est même pas de la déception. Je suis ressorti avec des étoiles dans les yeux. Je me suis dit mais après Alien Crystal Palace, après Whitefire, après tout ça, mais quel bonheur, une comédie musicale avec Francis Huster. Non, bien sûr que non. Hein, j'ai voulu me tailler les veines. Y a rien qui va. Le parti pris de se dire bon allez, et vous savez quoi, on est en enfer, du coup on met tout en noir et blanc et il y a que la couleur rouge qu'on va pouvoir regarder, et quand tu sors c'est sous un vieux tunnel sous le pont de l'Alma. Putain, mais Lady Di, allez la chercher les gars, en fait elle est là-bas. Vraiment, il y a pas à tergiverser, faut y aller les gars. Non, franchement, il y a rien qui va dans ce film. Ça chante mal, ça joue mal. Gérard Klein avec sa moustache, c'est le seul truc que je peux sauver, vraiment. Mais voilà, c'est vraiment un nanar puissance 1000 là aussi. Donc on continue vraiment dans cette tradition de films vraiment pas ouf, mais que tu regardes avec des potes et franchement tu te marres bien. Avec un surjeu de Francis Huster moi ça me rappelait pas du tout Farouja dans je joue mal la pub. J'ai l'impression de voir ça quoi. Mais ça rappelle Farouja dans cette pub là, ou alors ça rappelle Francis Huster au téléphone sur CNews aussi. Donc c'est pas du surjeu vraiment. Oui, ça s'appelle la vraie vie pour lui. Il joue juste comme ça, quoi. Ça s'appelle un mardi. Et donc alors j'ai revérifié, c'était David Bowie qui voulait quand même pour le rôle principal au départ. Et il était pas libre, c'est dommage. Oui, il bossait sur le Dune de jeu de rôle. Changer des trucs. Oui, Labyrinthe peut-être. Non, plus 84 peut-être, je sais pas. Non mais sans déconner, c'est là où en regardant où tu te dis, mais à la limite revisiter ce mythe-là, pourquoi pas, mais avec un vrai chanteur. Tu te dis pas tu vas prendre un acteur qui fait semblant d'être chanteur. Ouais, un vrai chanteur, une vraie mise en scène, une vraie façon de filmer. Il y a, comme je disais, il y a rien qui va, mais voilà, si tu veux faire une comédie musicale, pourquoi pas. Mais au départ, Jacques Demy avait prévu de faire doubler Huster pour les parties chantées. Il aurait dû. Et c'est Francis Huster qui a insisté pour chanter lui-même en disant que la voix non doublée ce serait plus véridique. Alors effectivement, c'est plus véridique, mais c'est totalement raté. Mais c'est con parce qu'il y a 2-3 idées qui pourraient être fun. L'enfer en noir et blanc avec juste les certaines couleurs qui ressortent, ça c'est pas mal, tu vois. Quand tu vois Perséphone et tout. Ouais, enfin j'ai dit, moi j'ai trouvé ça vraiment. Tu fais ok, d'accord, on a compris, c'est l'enfer, c'est en rouge.
Mais après, bon, ouais, il y a vraiment pas grand chose à sauver. Alors si on repart sur l'histoire, il y a quand même, donc si on reprend le mythe, donc Orphée, donc il doit remonter des enfers avec Eurydice, et la seule condition pour qu'il ne soit pas coincé aux enfers et qu'ils arrivent à revenir sur Terre, c'est qu'il ne doit pas la regarder pendant tout temps d'ascension. Donc ça, c'est ce qui est repris dans la mythologie. Là, c'est pareil, sauf qu'à un moment, déjà les mecs ils se disent, on va peut-être s'arrêter pour baiser quand même. Parce que c'est quand même vachement important de baiser au milieu de ta remontée. Tu peux pas le faire après, tu vois, genre 10 minutes après, ça va pas changer grand-chose. Donc rien que ça, j'ai trouvé ça. Et puis, ça sert à rien en plus. Et puis c'est surtout que là dans le film, il y a rien qui est vraiment expliqué. Il sort, il est dans un tunnel et à peine sorti et revenu dans le monde des vivants entre guillemets, elle est je me sens vraiment pas bien. Non vraiment. Ne fait aucun effort, je t'assure, vraiment, ça va vraiment contribuer à la chose. Puis cool. Ses potes sont tellement bizarres aussi, quoi, genre, j'ai fait un rêve, et puis l'autre, ils sont tous, j'ai rêvé que machin, et puis les mecs, ils sont tous à fond, il m'inquiète, il a fait un rêve. Oui, il a juste rêvé, mec, putain, à chaque fois, il y a un de mes potes, quand il fait un rêve, je suis pas trop stress pour lui quand même, hein, ça va, quoi. Donc, il a pas dit prémonitoire, ouais, ça passe. Donc, si j'ai remarqué, il y a quand même un des meilleurs acteurs qui est dans ce film, il y a Bernard Minet, quand même. C'est vrai. Oui. Il y a Bernard Minet. Et il joue bien. Non, on n'a pas encore parlé des costumes non plus. Parce que le costume de scène de Francis Huster avec le bandeau lumineux, ça envoie du steak. C'est quelque chose. Et puis cette façon de se déplacer dans Paris en moto avec sa guitare sur le dos, why not? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, écoute, es-tu un artiste habitué à Paris? Je ne pense pas. Que alors arrêtez, monsieur. Électrocuté comme ça avec une guitare, je pense que ça doit pas exister. Enfin, pas comme ça en tout cas. Parce qu'avec les flammes qui sortent, le mec, oh putain, la vache. Et le mec joue juste un accord et puis attends, dans la mise en scène, ils ont quand même fait en sorte que il soit dans le refrain de sa chanson en disant pourquoi moi il y a quand même un effort, très beau, un effort de fait, je veux dire. Non, on peut vraiment. Alors, je sais pas ensuite sur les chansons s'il y avait un parolier et quelqu'un pour faire la musique. Oui, puis c'est pas fou. Je suis pas sûr. Visiblement c'était Pharrell Williams. Eurydice, où es-tu? Eurydice, m'entends-tu? Ça, bonheur d'aimer, qui est quand même la chanson la plus funky du monde, hein, pour se remettre de la perte d'un être aimé. Je veux dire, allons-y quoi. Tu dirais presque des chansons écrites par les inconnus. Tu sais. Ouais. J'allais dire les musclés, période de Club Dorothée. Aussi, ouais. Aussi, oui, bien sûr. Et t'as ces potes qui sont là, mais comme tu disais, ils sont à moitié chelous, et puis t'as l'impression qu'ils veulent. En fait, Francis Huster est une sorte de dieu. Ouais, c'est ça, c'est un gourou. T'as l'impression. Parce qu'ils se roulent tous des pelles, tu fais. Que viens-tu faire? Pourquoi? À quoi ça sert dans l'histoire, vraiment? À part, vous roulez une pelle, et puis c'est terminé. Et cette scène d'engueulade entre lui et Eurydice, c'est quelque chose quand même. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, tout l'acting entre lui et elle. Alors elle, la pauvre, elle aura pas marqué l'histoire de l'acting, hein, parce que je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup de films derrière, la petite. Mais il nous gratifie quand même de plans nichons aussi avec elle, hein, quand même au début, notamment. Hein, parce que pourquoi pas jouer une sérénade quand la nana est à Walpé, allongée sur un tapis de bête dans un château, hein? Eh ben, j'ai l'explication de ça, parce que pourquoi pas. Voilà. Parce que pourquoi pas. Voilà. Mais non, c'est clair, tu sens tellement aucune alchimie entre eux, c'est horrible. Je pense que le père Jacques Demy derrière la caméra, il devait avoir hâte de terminer son film. De mourir. Alors, il en a fait 2 autres après quand même. Hein. Mais non, c'est vrai que comme tu disais, tu sens que les 2 acteurs principaux ne se connaissent pas en fait. Ouais. Mais tu te poses même la question, est-ce que les acteurs se sont déjà rencontrés avant? Est-ce qu'ils avaient envie de jouer là-dedans? Du film, est-ce qu'ils avaient envie de jouer ça? Ils avaient envie de jouer. Je suis pas sûr. Et même lui, je veux dire, Jean-Jacques Demy, quand il filme ça, vraiment, il doit se dire, putain, je suis une merde, c'est pas possible, c'est vraiment une merde que je suis en train de faire. Il peut pas se dire, ça va être potable quand ça va sortir, c'est pas possible. Il continue, il fait,
Non, en vrai, je pense que ça peut aller jusqu'au bout. Non, en passe. vrai, C'est bon, ça en vrai, passe. je pense. En vrai, on m'a dit que c'était pas ouf. En vrai, ça passe. Je pense, il dit ça parce qu'ils ont pas vu le montage. Oui, c'est vrai que le montage aide pas aussi, il y a des trucs, putain. Avec l'overdose, c'est magnifique aussi, quoi. Ah, là. Enfin, c'est Mais- magnifique. oh, L'overdose que n'est des pas grands magnifique, moments on est de bien d'accord, mais... Vous voulez vraiment faire du cinéma, regardez ce film et faites tout l'inverse. Vous ferez un succès, je pense. Hein. L'acting, par exemple, si vous voulez faire de l'acting, regardez ça et vous jouez complètement l'opposé. Ça va le faire. Déjà, ne faites pas chanter Francis Huster, ça ne sert à rien. Alors, C'est non. l'actrice, je regardais, elle s'appelle Keiko Ito. Bon, sa fiche Ouais. Wikipédia est vide. Autant vous dire que... C'est-à-dire qu'elle ne peut pas Non partir. mais voilà, elle a signé que ça. Eurydice est interprétée par une actrice japonaise. Je me demande en plus si elle devait pas certainement faire de la phonétique pour dire son texte. À mon avis, je pense qu'elle bite pas un mot de français. C'est fort possible aussi, c'est vrai. Alors, je pense, ça se sent un peu. Ouais. Quand Et elle alors, parle, ça se Jacques sent un peu. Demy concevant son couple avec Orphée comme un hommage à John Lennon et Yoko Ono. Eurydice est en toute artiste plastique ta comme gueule, Yoko ta Ono. gueule. Demy souhaitait également la faire ressortir comme une singularité de la romance entre Orphée et Eurydice en choisissant quelqu'un de Oui, rare c'est vrai et venu d'ailleurs. Et bah ta gueule. C'est vrai que Voilà, en plus, c'est tout ce que j'adore ouais, pareil, ses costumes. Elle est toujours en costume bizarre avec une cravate ou un nœud pape. Et pourquoi elle travaille même comme ça après quoi? C'est parce que c'est pour que la femme Mais c'est- s'affirme. Ouais. Ok, la C'est une femme châtelaine, est hein, un quand même. homme. Attends, pas déconner. Waouh. Ouais. Oui. Bah et puis, enfin, regarde la gueule du château. Le truc est en ruine depuis je sais pas combien de temps. Crampi. Ça fait château, mais ça fait aussi. Ouais, t'as l'impression. Ça fait aussi studio d'enregistrement, machin. Enfin, mais tu ne peux pas faire un studio d'enregistrement dans un ancien château. L'acoustique passe très très mal. Vraiment, c'est nul à chier. Et puis leur pièce de vie principale, c'est un truc de château. Et il y a même des moments où t'as l'impression que c'est la nuit et t'as Eurydice qui ouvre la porte et derrière elle le fond est rouge. Mais quel est le message que tu veux faire passer? Personne ne met des lumières rouges comme ça dans un couloir en fait. Excusez-moi, je viens de voir que la musique était signée Michel Legrand. C'est lui qui a écrit les chansons. C'est quand même pourtant C'est un nom. Alors ensuite, on peut aimer ou pas aimer ce qu'il a fait. Hein. Ça, c'est autre chose. Comme dans le Mais c'est pas comme dans la classe américaine. Voilà. Personnellement, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand, mais voilà. Mais comment non putain, c'est Michel Legrand qui fait la musique. Et ils ont même sorti un 45 tours avec 2 chansons du film. Mais non, putain, mais pourquoi? Oh putain. Mais pourquoi? Ça c'est collector, à choper un truc comme ça. Tu trouves ça dans un cache converteuse, à mon avis. Ah, t'es refait là. T'es refait. Je pense. Oui, tu peux le vendre assez Maintenant, cher, je pense. la vraie question, c'est est-ce qu'on peut le conseiller, ce film? Alors, avec des potes, avec une pizza, machin, oui. L'alcool. Des bières, pizza, L'alcool. oui. On rentre dans la même catégorie que Whitefire, à savoir le nanar, dans une autre catégorie, puisqu'on est là sur un film musical. C'est moins bon, c'est moins avec drôle Francis que Huster. Whitefire. Oui, On va pas se. Ouais. C'est moins drôle, mais j'ai l'impression que là où Whitefire, tu sens quand même si ils sont premier degré, tu sens quand même ce petit côté un petit peu nanardesque. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus premier degré dans Parking. Ah, je pense qu'ils sont même réellement au premier degré dans Parking. De toute façon, Ah oui, les mecs, pour eux, il faisait un truc sérieux. Hein. Ah oui, c'est clair. De toute façon, Francis Huster, dès qu'il fait un truc, pour lui, il fait un truc, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Donc, je finirai quand on aura terminé de parler du film, je finirai avec la déclaration de Francis Huster. Quand même, elle vaut son pesant de cacahuètes. Mais là, nous, on a parlé tous les trois du film, mais il manque quelqu'un. Et toi, Chris, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Merci, Chris. Tom, Francis la Huster. déclaration de Voilà. Francis Huster. Alors, Jacques Demy a renié le film, hein, film catastrophe pour lui. Voilà. Et Francis Étonnant. Huster a déclaré en 2010, donc il a quand même pris son temps pour avoir une introspection dessus. Voilà. À propos de son interprétation des chansons, ça c'est une casserole. C'est un métier d'être chanteur et ce n'est pas le mien. Eh ben, pour une fois, aveu de Une faiblesse de certaine Francis Huster. clairvoyance dans la chose. Ah oui. C'est vrai que là-dessus, ça aurait été un peu Francis Huster admet. Ça aurait été gonflé de Ouais, c'est. Attends, certains, t'as des mecs avec un melon pas possible, ils auraient pu dire, mais non, ça c'est très bien. Vraiment, on parle de Francis Huster, ça m'aurait même pas étonné que le gars dise non, je trouve que ma performance n'était pas si mauvaise. En fait, c'est que j'avais 2 choses à gérer
et l'acting et la chanson, et je pense que je me suis très très bien débrouillé sur les deux. Ça, pour moi, c'est totalement une déclaration. Ou alors tu dis non, mais au pire, moi j'ai fait mon taf. Après, je pense que derrière, au mixage et tout, les mecs étaient pas ouf. Oui, là, oui, c'est ça aussi. Ils ont pas géré. Les mecs au son étaient déconnés. Puis on avait quand même Bernard Minet à la batterie, donc bon. Ouais, calme-toi, du coup. Non, mais donc ne regardez pas ce film tout seul, surtout. Hein, c'est pas possible. Mais faites-vous une soirée entre potes, regardez ça à 4, 5, 6 personnes minimum, et puis là vous allez avec quelques bières, vous allez bien rigoler. Effectivement. Alors, au vu des commentaires, ça devait être Chris, mais pendant qu'on en parlait de ce film, je suis allé en chercher. Oh, le professionnalisme. Donc j'ai des... Ah, attends, écoute, c'est un métier. Oh, le Francis Huster du podcast. J'ai 2 commentaires pour Parking. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. J'ai un commentaire 5 étoiles de Shrek Fever. 5 qui dit « Jacques Demy avait lu dans mon esprit avant même ma naissance et compris exactement l'esthétique que j'aimais. Mythologie grecque, femmes en costume d'hommes qui font de la sculpture et incrustations de rouge et de bleu dans du noir et blanc ultra contrasté. Tout ça ponctué par la musique de Michel Legrand et le petit bandeau ridicule de Francis. » Il a chopé l'essentiel. Hein. Donc on est... La musique et le bandeau. Il a chopé l'essentiel. Musique, bandeau, mythologie grecque, femmes en costume d'homme qui font de la sculpture. Il est là à peu près tout. Donc oui, on est... Et j'ai vraiment un 0 étoile de Saturnome qui dit « Je pense que personne n'allait bien sur ce tournage. » C'est une belle analyse aussi, je pense. Hein. Là, je pense qu'on est sur de l'ultra-analyse. Je pense que tu ne peux rien dire de plus. Tu peux pas dire « Non, je pense pas. » Non, effectivement. Tu ne peux que acquiescer. Personne n'allait bien. La coque tournée. Ça, c'est possible. Hein. En vrai, forcément, la coque tournée. Bah, attends. Je vous propose maintenant de faire directement un saut d'une vingtaine d'années pour arriver en 2001 et parler du prochain film, à savoir Yamakasi, entre parenthèses, les samouraïs des temps modernes. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé monter? Excusez-nous madame, on voulait pas déranger. On est venu pour voir le petit Jamel Eladj. Ah, mais c'est pas possible, hein. C'est terminé les visites à ce temps-là, il est trop tard. Revenez demain. Non mais c'est vraiment important, il faut vraiment qu'on le... C'est pas possible, je vous dis. Si le chef de service débarque, ça va faire un scandale. Allez, rentrez chez vous. Michelin, on a pour 5 minutes. Avec à la réal Ariel Zetouné et Julien Seri, un scénario de Luc Besson. Et au niveau des acteurs, on a qui? On a Shao Beldin, on a Williams Bell, on a Malik Diouf, Yann Nautra. Merci Chris pour m'avoir laissé ces noms-là. Hein. Après si tu les passes, je pense que personne les connaît, donc c'est pas très grave. Oui, Charles Perrière et Laurent Piemontesi. Ah, attendez, je viens de recevoir un message de Malik Diouf. Non, c'est faux. Et du coup, voilà, je vais raconter l'histoire et je me suis tendu un piège à moi-même. Tu t'en souviens plus. Alors si ça peut t'aider, au Québec, ils ont appelé les 7 samouraïs des temps modernes. Voilà. Ils ont rajouté un 7. Et ben voilà. Tu vois, et ben voilà, donc vous avez la trame du film. Alors, Storm, qu'est-ce que Non, donc ça raconte l'histoire de 7 jeunes gens qui vivent dans une cité HLM et qui font du parcours à la manière de Michael Scott, mais en mieux, vraiment en mieux. Le fait est que les enfants voient leur prouesse et se disent tiens, on va essayer de faire comme eux. Sauf qu'il y a un enfant dans une école bien particulière qui, hasard du scénario, est le petit frère d'une des copines des Yamakasi, bien évidemment. Lui, il se trouve qu'il a un problème au cœur et rien que le fait de monter un arbre, il est à 2 doigts de décéder. Donc il va falloir retrouver des sous pour faire une opération du cœur. Et les Yamakasi vont décider de voler des chirurgiens. C'est à peu près ça.
Attends, parce que ça se passe pas en France, ou c'est de la science-fiction? C'est ça. Parce que aux dernières nouvelles, même si le système de santé français va pas très bien, normalement, quand tu te fais opérer du cœur, t'es pas censé payer des millions d'euros, quoi. Ouais, mais c'est pas ça, c'est parce qu'ils achètent un cœur au marché. Non, là, oui, c'est vrai, ils achètent un cœur au marché noir, parce pour qu'ils le tombent sur un réserver. médecin bien sympathique qui effectivement leur propose d'acheter un cœur au marché. Oui. Et on en a pas des gratuits, on a un payant en Suisse. Oui, voilà, il faut le réserver en Suisse et mettre directement une option dessus, comme ils disent. Je te dis, ça c'est le système de santé français. Je suis allé visiter le site cœuraumarchénoir.com et j'ai jamais réussi à mettre une option dessus, moi. Et puis c'était beaucoup moins cher. Surtout, j'adore le dépêchez-vous, il va mourir. Mais bon. C'est dégueulasse. Chris et Jess te diront que c'est parce que j'ai pas de cœur que ça a pas marché. C'est obligé. Mais on a des papiers la prochaine fois, j'irai sur buyasoul.com. Hein, voilà. Puisque je n'ai pas d'âme non plus. J'ai évidemment, sans surprise, j'ai pas aimé ce film. Oh bon? Pourtant, je l'ai trouvé excellent. Les productions, en plus, les productions Besson, il va savoir s'il a pas mis son nez dans le scénario quand même un petit peu, parce que c'est un peu sa spécialité, ça, c'est de... Ah si, c'est lui. Il est crédité pour. Si, c'est lui. Ah, d'accord. C'est totalement. Il a même osé. Donc, ok. C'est littéralement lui, en fait. Non, parce que des fois, sur certaines prods de Besson, tu sais, où il est pas crédité, on se dit, je suis sûr qu'il a pas pu s'empêcher de mettre son nez dedans, mais voilà, en plus, il assume le mauvais film, quoi. Ça n'a ni queue ni tête, évidemment, déjà dans le pitch du scénar. Et puis, pourquoi, je comprends pas le truc. Pourquoi aller voler des médecins qui font tous partie d'un conseil d'administration d'une même entreprise qu'on ne connaît pas et qui... Parce que c'est l'entreprise qui vend les cœurs, donc tu vas les voler pour leur rendre l'argent. Tu vois, c'était tellement bien écrit que j'avais même pas compris ça. Je l'ai pas vu, Romain Desbois. Ils le disent pourtant, littéralement. Ils le disent limite comme ça, c'est pas du vol. J'étais peut-être parti me chercher une bière, alors. On va les voler on va leur voler leur argent pour leur rendre. J'avais dû m'absenter, ou mon esprit s'était absenté du truc à ce moment-là, je ne sais pas. Ouais. Oh, c'est fort possible. C'est fort possible aussi. Donc voilà. Alors c'est évidemment à grand renfort de parcours dans les beaux quartiers, dans les belles maisons. Voilà. On essaie de te placer évidemment les gentils banlieusards contre les vilains riches. Bon, voilà, c'est une façon de voir la société. Je suis pas sûr que ce soit la bonne, mais voilà, ça a dû plaire à l'époque. Avec déjà ce contraste où vous avez vu en fait ceux qui vivent dans la banlieue, ils peuvent être cool, hein. C'est les policiers qui sont méchants parce qu'ils veulent les arrêter alors qu'ils font que grimper aux immeubles, hein. Et c'est les vieux qui sont cons parce qu'ils disent tu tout le temps ça, il est 6h du matin. Alors que c'est littéralement la première fois qu'ils montent à cet immeuble. Mais pourquoi pas? De toute façon, ce film, il est sorti juste d'une mode. Hein. Il y a eu une mode du parcours à un moment-là qui s'est fait médiatiser. L'autre, il a vu ça, il a foutu le dedans. Il a même pas cherché à comprendre. Vite, on va trouver. Il a utilisé le truc, la machine à Mosino. Et comme ça suffisait pas, ils ont fait banlieue 13 après, quoi. Hein. Oui, voilà. Banlieue 13 avec David Bell, c'est ça, qui lui est un des instincteurs et même un des inventeurs, je crois, du parcours. Oui, c'est vraiment, il fallait surfer sur une mode, vite, on pond un truc en catastrophe, un truc tout bâtard, et puis voilà. Et puis tant qu'à faire, on l'écrit mal. Prétexte. Mais alors on l'écrit mal, ça, oui, effectivement, mais en plus de ça, on prend des acteurs qui n'ont aucun bagage, qui sont nuls à chier et qui ne sont même pas des acteurs. Et encore, je veux pas me moquer, mais il y a un mec qui a une voix. Je crois que lui, il m'a refait ma journée dans le canapé quand je l'ai. Le mec, c'est le mec le plus. J'en pouvais plus. C'est une blague, quoi. C'est genre, le gars, c'est Calimero, machin. Le gars, il est hyper baraque et tout. Et puis il a une voix. Non, c'est pas possible. Non, mais, enfin, c'est ça, c'est le gars, c'est le mec le plus baraque que t'as vu dans ta vie. Et le gars, il a la voix de Jess. Arrêtez, en fait, à un moment donné. Ça m'a fait ma journée, ça m'a fait mon film, ça m'a fait ma soirée. Flo, c'est gratuit, mais c'est drôle. Bah oui, c'est toujours dans la gratuité, mais toujours. Non, mais vraiment, effectivement, il y a rien à sauver de ce film. Hein. Après, on était habitué avec Luc Besson,
qui nous écrit toujours des histoires dignes d'un enfant. C'est sûr, de mais 5-6 ans. ensuite il y a des trucs qui s'en sortent mieux. Je veux dire, le premier Transporteur, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais c'est un bon plaisir coupable. Ça se regarde bien, voilà, ça passe quoi. Et c'est un bon plaisir coupable parce que au niveau de l'acting, ça fonctionne aussi. T'as François Berléand, t'as Jason Statham. Les chorégraphies sont classe. Les chorégraphies sont classe. Ça passe. Après, ça dépend aussi, je pense, de. Alors, je pense pas que ça dépend de qui Luc Besson s'entoure, puisque c'est toujours assez mal entouré. On a bien vu une bonne majorité de ses films. Donc, est-ce qui, je pense, et on n'est pas sur de la grande qualité, à part pour et encore même pour le Transporteur. On est sur un film. Michel Vaillant, peut-être. Ça passe, mais c'est pas non plus. Allez, du coup. Non, je déconne, hein, Michel Vaillant. Moi, je suis un fan absolu de sport automobile. Hein. Mais alors, Michel Vaillant, c'est juste une insulte à la course auto. C'est il est nul à chier. Ah ouais. Il est nul à chier. Alors, que les 24 heures du Mans aient mis leur tampon approuvé là-dessus, mais je ne comprends même pas. C'est incroyable. Non mais moi j'en suis revenu aussi parce que comme je disais j'avais une ex qui était fan aussi de sport auto machin et elle m'avait fait voir Michel Vaillant et elle dit tu vas voir il est trop bien ce film. J'ai regardé, j'ai dit mais où il est bien, à quel moment? C'est vrai que sur les courses auto il y a quand même beaucoup mieux que ça. Oui. Il est bien. Enfin, ça ne rime à rien. Arrête. Storm, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Alors monsieur, je ne dirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a rien là, il y a rien. Il y a déjà on va revenir sur la même chose. Il y a pas d'écriture. C'est le scénar, c'est un post-it. Alors oui, ça part toujours d'une bonne intention parce qu'effectivement, c'est des gentils, ils veulent sauver le gosse. Ça, bien sûr que ça, sur le principe, ça marche parce que tu peux pas être contre une histoire comme ça. Mais il y a rien. Le seul. Ça veut dire que tu n'aimes pas les enfants? Tu n'aimes pas les enfants qui ont des problèmes de cœur? Tu n'aimes pas les enfants arabes? Ça veut dire? Putain, non, j'ai pas dit ça, moi. Et tu peux pas. On rappelle qu'on enregistre à 3 jours du premier tour. Donc, les blagues, quand même. Hein. Donc, entre bons français. Merde, on aurait dû faire l'enregistrement après le premier tour. Entre les deux tours, là, je pense qu'on aurait explosé les scores. Donc, l'écriture, il y a rien, il y a pas d'écriture. Le seul truc que tu peux sauver du film, c'est entre guillemets les phases de parcours, parce que les mecs sont balèzes, ça, on peut pas leur enlever, les mecs qui sont forts, c'est impressionnant, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'il y a des moments, ils sont tellement risibles dans ce qu'ils leur demandent de faire que ça en devient crétin quand ils sont dans la baraque avec le chien, mais c'est complètement con. Avec les chiens, c'est complètement con. Tu vois, fermez la porte, typiquement le truc. La porte, refermez la porte, on en parle plus, quoi. Non, mais ça, c'est typiquement le truc où je me suis dit, mais pourquoi ils font du parcours, c'est stylé, mais là, ça en devient. Pourquoi faire ça 5 minutes dans la même pièce quand il suffit de se barrer, quoi. Mais c'est ça, t'ouvres la porte, tu fous le chien dehors, tu refermes la porte et puis t'en parles plus, quoi. Mais oui. Et puis le parcours, c'est intéressant à la limite quand ils montent l'immeuble. Oui, là ils font du parcours, c'est classe. Mais après, t'as l'impression que tout est prétexte à faire du parcours. Tu sais, genre le mec, il va oui, c'est ça. de bain, il va faire double salto par-dessus des bagnoles, il va courir au-dessus d'un machin, il va arriver dans la boulangerie en triple multiplié, hop, 2 baguettes, 3 croissants, bim, il le casse. C'est complètement con. J'imagine le mec quand il va aux chiottes, j'ai envie de chier, hop, salto, il baisse la culotte, il tombe assis sur le trou. Moi, je pense que rapporté à ça, Sébastien Loeb, quand il va acheter une baguette, il fait pareil, il prend sa bagnole, il fait des dérapages, frein à main, et en vrai, le gars qui fait un salto arrière, qui enlève son slop et qui arrive direct sur le trône, est-ce que ça ferait pas déjà une meilleure scène d'action? Bon, j'avoue que ça ferait rire. Ça, ouais, ça marcherait bien. Mais dans tout le film, il n'y a pas ça. Il y a pas d'action. Même la scène les scènes quand ils sont acculés dans la baraque du chef, du président du. Oui, à la scène finale, quoi. Du ministre. Voilà. Même là, on a les gosses, on vend les gosses, rendez-nous machin. Enfin, t'es censé avoir le SWAT, le GIGN. Putain, les mecs, c'est des caves totales. Les gars, ils ont pas d'armes en face. Ils se font bananer par. Enfin, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils se font bananer par des mecs qui montent par des gamins de 15 ans, littéralement. C'est con, quoi. Voilà. Voilà. Et ils en ont fait un 2. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y en a eu 2. Hein. Les fils du vent, je crois. Et puis le final où ils récupèrent la thune et qui le balancent à leur pote qui est en bas, mais où il y a des flics, il y a des flics en même temps, ils balancent le truc, mais en fait ils font c'est une scène qui est teasée avant où
il y a une préparation paiement où ils font un truc comme ça dans un magasin. Et là, en fait, ils font pareil, et tu fais, mais avec des flics. Mais les flics, ils voient l'autre, en plus, c'est ça qui est hallucinant, quoi. Mais oui, c'est ça. Et ils lui disent rien, ils vont pas aller voir, qu'est-ce que vous achetez, les mecs là-haut, Non, rien. Balèque total. C'est faux, tu mens, non. Et puis, c'est pas dur, hein. T'as vu, t'arrives sur une scène, t'as pas le droit de rentrer, non, j'ai oublié mes cachets. Oh, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. C'est la cité de la peur. Dès que j'ai voulu forcer un barrage, on connaît la nana qui a trouvé le corps. Ah ouais, ok, c'est bon, allez-y, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais. C'est parce que je connais l'ouvreuse. Putain, mais. Enfin, c'est du, j'allais dire, c'est du grand Besson, non, enfin, dans le bon sens, du mauvais terme, quoi. Enfin, vice versa, quoi. Dans le dark Besson Universe, on est au top, là. Ah oui. Ouais, et puis on est vraiment dans le bas. Alors, déjà que ça donne pas très haut Besson en général, mais là, on est vraiment dans le bas, quoi. Et voilà, c'est un film, il y a eu une mode, il a fallu faire ça, vite, on raccroche le wagon, on chope ça. Bon, les mecs, oui, physiquement, il y a rien à dire, les mecs, c'est des vrais athlètes, c'est font, mais c'est tout. C'est des vrais athlètes, mais ils ont pas la voix. C'est le même problème que c'est le même problème que Francis Huster chanteur, en fait. C'est-à-dire que tu prends des mecs qui savent faire du parcours, donc peut-être que t'as casté ceux qui étaient les moins mauvais en acting, mais ça reste pas des acteurs, quoi. Et alors, ensuite, si tu prends des bons acteurs, pour leur faire du parcours, tu vas peut-être être un peu emmerdé. Comme Francis Huster, sauf que là, tu vas avoir des jambes cassées, des crânes fracturés, ce genre de choses, quoi. C'est le problème. Si seulement Francis Huster. C'est de la paresse totale. Sauf si tu prends Francis Huster qui fait du parcours. Et là, t'as qui fait du parcours en chantant. Et là, il peut y avoir un truc. Francis Huster qui fait du parcours en chantant. Oh. Ah ouais, tu vois, d'un bâtiment à un autre. Et puis oui. Il va beaucoup moins bien chanter maintenant. Exactement, je peux bien chanter maintenant. Donc voilà, c'est d'une pauvreté totale. Il y a pas de scénar, il y a rien, quoi. Il y a vraiment littéralement, pour le coup, rien à sauver dans ce film, quoi. Bon, si vous aimez le parcours, matez les 5 premières minutes là, quand ils montent la grande tour, ça vous suffira. Hein. Et encore. Ouais, encore. Enfin, c'est juste monter la tour, même moi je le fais. Et c'est pas super bien filmé en plus, pour le coup, forcément. Sur Periscope, je le fais. Et toi, Chris, qu'est-ce que t'en as pensé? Ok, super, Chris. Donc ça veut dire que tu as aimé le film. C'était ton film de chevet quand même. Ça, on savait que c'était un film doudou avec Chris, même si bon, moi j'avais pas pensé celui-là, mais j'avais plus pensé Gomez et Tavares vu l'humour de Titoff. Mais on en reparlera plus tard. Tom, est-ce que tu en avais parlé toi de aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure en disant que j'avais. Ça suffit. J'en ai parlé. Que j'avais pas aimé. Hein. Non, vas-y, reparle-nous Diamakassi. Avec la voix de l'autre. Allez, tu sais. Non, j'étais juste en train de chercher, mais je le trouve même pas le box-office de savoir combien ça avait fait d'entrées, mais j'ai. Il a fait 7000 entrées au Portugal, c'est tout ce que tu dois savoir. Tous les films qu'on traite, ils ont fait 7000 entrées au Portugal. En fait, on aurait dû appeler notre podcast 7000 entrées au Portugal. Ah putain. Alors, les mecs, ils ont fait de la figuration dans Taxi 2. Bah oui, forcément. Ils ont participé à Fort Boyard et ils détiennent le record de gain de l'émission. Waouh, putain, vraiment des trucs. Hein. Étonnant. Bah pour le coup, c'est pas mal. Oui, non, ça rachète un peu l'image du coup. Mais ils sont toujours aussi mauvais acteurs du coup. Ils ont pas pu se payer la scène d'ascension de la tour a été réalisée sans trucage, mais ils étaient équipés d'un harnais de sécurité quand même. Mais ils l'ont vraiment monté. Ah mais après c'est ça. Donc avec trucage. Objectivement, les mecs, ils sont malades, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est des vrais athlètes, des vrais sportifs, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas des vrais acteurs. Mais voilà, oui. Et puis après, ils sont pas aidés avec tout, même avec le scénar, il n'y a rien qui les aide. Hein. Eux, ils sont déjà pas très bons. Ils sont pas aidés parce que c'est Luc Besson qui est derrière. Donc, il y a un moment donné. Peut-être qu'un peu mieux entouré, bon, t'en feras pas des acteurs 5 étoiles, mais peut-être qu'un peu mieux encadré, sortirait un truc un peu mieux, peut-être. C'est sûr. Ah bah, c'est sûr. En parlant de ça, je pense que on va aller voir du côté des spectateurs ce qu'ils en disent. C'est Storm qui fait les commentaires. Ah oui, si, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est tout à fait. Ah non, c'est pas moi qui l'ai fait. Putain. Si. Ah bah je me suis trompé, j'ai fait Gomez et Tavares. Ah non, pardon, c'est Tom, c'est Tom. Oh là, c'est moi qui ai trouvé. Si tu veux, j'ai le box-office, apparemment, il aurait fait... Apparemment, j'ai 19 millions de recettes. 2,2 millions d'entrées en France. Oh là là là. Oh bah, et ben. Je suis pas forcément, Tom, je suis pas étonné en vrai. Va nous faire les commentaires. Je vais faire les commentaires, ça va nous laver de tout ça. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
Alors, 5 étoiles par le cinéma Clem. Yamakasi, c'est ma Madeleine de Proust et ça changera jamais. Je m'imagine parfaitement regarder ce film, probablement les larmes aux yeux lors de mes vieux jours. Et je dois l'avouer, j'essaierai sûrement de faire du parcours dans les couloirs de l'hospice, après entre deux chaises. Peut-être aussi que je vivrai dans le déni, refusant d'admettre que ça a assez mal vieilli, mais pour le moment, j'ai toujours l'image d'un film parfait. Les cascades, l'histoire, les personnages, les répliques. Je connais ce film par cœur. Et la BO, j'ai découvert des sons que j'écoute toujours en boucle. Plaisir d'offrir, In de Loïs Andrea, Sheila de Boostaflex, Grimpe de Joey Star, et un petit fun fact, Camille Cotin joue dans Yamakasi. Ces films, il fait sa pub après. Ces films qui m'ont marqué sur le compte Instagram, lecinéma.clément. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Allez vraiment vous abonner sur lecinéma.clément, c'est le cousin de Jess. Donc allez liker vraiment. Et un visiteur qui a donné 0,5 étoiles. Le gars il va avoir des followers, il va pas comprendre. Une grosse daube signée Luc Besson. Yamakasi est un film au scénario simpliste avec des acteurs entre guillemets qui ne savent pas jouer et véhiculant un message tellement démago que ça en devient honteux. Les Kairas sont des gentils qui se battent pour sauver leurs petits frères. Les riches, tous blancs, sont des méchants qui ne pensent qu'à s'en mettre plein les fouilles sur le dos des pauvres immigrés. Les flics sont tous des abrutis incompétents, fachos et méchants. Enfreindre de la loi, c'est bien, car comme ça, on peut sauver le petit qui doit avoir une greffe de cœur, mais que ses parents peuvent pas lui payer. Le tout avec des tirets, hein, bien sûr. Je ne comprends pas qu'on puisse autoriser la sortie d'un film véhiculant un message pareil. Bref, un film fait par des Kairas, avec des Kairas, et pour des Kairas, à oublier de toute urgence. Ah, bonjour, excusez-moi, vous votez. J'allais dire, lui, on sait ce qu'il va faire dimanche. Il n'y a pas de souci, je pense. Oui, c'est clair. Si t'as n'est pas décédé, c'est clair qu'on... Ah, c'est dur. Waouh. Ah, c'est dur, ouais. sauf la note qu'il a donnée, elle est méritée. Non, la note, elle est méritée. Le commentaire est dur. Le commentaire est dur. Ouais. Et maintenant, nous partons en 2003 pour parler d'un duo de ah bah c'est Starsky et Hutch. C'est Starsky et Hutch mais en France. Oui, on est donc en 2003 et nous avons le droit. C'est Alarme Fatale. C'est 21 Jump Street. Et nous avons le droit à Gilles Paquet-Brenner qui se dit tiens, j'ai entendu un titre de rap où ça parle de deux flics un peu ripoux, je vais en faire un film et je vais l'appeler Gomez et Tavares. Ouais, sérieux, monsieur Tavares. On va les fouiner un peu en ville, je connais des gens, peut-être faire des trucs. Ça fait 30 €. 40 50 100. Voilà, José. Là, j'ai bien mangé. Moi, c'est ta femme pour moi. Donc Gomez et Tavares, qui est sorti en 2003 avec Gilles Paquet-Brenner, qui a fait le 2 aussi, avec... Attention, là, on a du très très lourd. On a Titoff, on a Stomy Bugsy, on a Jean-Yann. C'est vrai, il y a Jean-Yann. Désolé. On a Georges Alain de la Star Academy. On a Sophie Zing, on a Élodie Navarre, on a Noémie Lenoir, on a Étienne Chicot et Philippe Lemaire. Il y a Georges Alain de la Star Academy. Non, je déconne, c'est une vanne. Enfin, quoi il aurait pu au final, qu'ils ont à foutre. Donc, il y a Georges Alain, il y a Patrice Lecomte. Il y a le mec qui jouait la doublure dans... Ah vas-y, il y a quand même des mecs qui jouent dans Banlieue 13-2. Sûrement, le chauve, là. Oui. Je peux... Cyril Raffaelli. Non. Ah non, pardon, on a parlé... Excusez-moi, on a parlé d'un acteur, pardon. Non, my bad. La pute, l'autre. Tiens, puisque tu viens d'insulter Cyril Raffaelli, tu vas faire le Alors, résumé. c'est de tête, parce que je n'ai pas re-regardé ce film pour les besoins de l'émission. Donc mes souvenirs remontent à 2003, au moment de la sortie en salle. Parce que oui, messieurs, j'ai donné de l'argent pour aller voir ce film. Putain, on se fout de la gueule. C'est une époque où j'avais même pas la carte illimitée, ça existait pas à l'époque. Je payais. Oui, donc t'as pas d'excuse. T'as réellement pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse pour être allé voir ça. Donc, je sais même plus qui est Gomez, qui est Tavares, on s'en fout. Pitoff. Non, Titoff. Pitoff, c'est pas beaucoup mieux non plus. Ah non, c'est pas Pitoff, c'est Titoff. Pitoff, c'est Catwoman. Titoff, c'est des spectacles de merde. Titoff, pour moi, c'était un personnage de bande dessinée, mais non, c'est Titoff. Non, Titoff, l'humoriste marseillais. Là, tu vois, j'ai bien mangé. Génial.
J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Est un flic ripou. Du moins croit-il être le plus grand ripou de tous les temps. Voilà, il vide ses petites combines à droite à gauche. Et un jour, on lui colle un partenaire. Donc Gomez ou Tavares, hein, puisque je sais plus qui joue Gomez. Donc qui est joué par un apprenti rappeur. C'est gratuit. C'est les termes directement. Et, voilà. Et puis il va vite se rendre compte qu'en fait il pensait être un professionnel de l'arnaque, et en fait ce n'est juste qu'un amateur, parce que l'autre c'est juste le roi des ripoux. Voilà. Et à noter que Titoff est drivé par c'est son père ou son oncle, je sais même plus, genre Yann. Son tonton. C'est tonton. Voilà. Ouais, c'est tonton. Et puis il va leur arriver des histoires complètement rocambolesques. Enfin bref, avec une histoire d'amour complètement débile avec la frangine donc de Gomez, puisque elle est jouée par Noémie Lenoir. Oui. Et j'aurai des choses à dire sur elle un peu plus tard quand on parlera du film. Voilà. Donc le résumé est complètement haché, il est flou, aussi flou que mes souvenirs sur le film. Désolé. Aussi flou que le film, vraiment, je pense. Storm, qu'est-ce que t'as pensé de ce film, toi? Ah bah alors moi, pour le coup, je l'ai vu la semaine dernière, je l'avais jamais vu. Non, je l'ai fini cet après-midi. J'allais dire, je l'ai vu la semaine dernière et je m'en souviens plus. Je l'ai fini cet après-midi. C'est presque ça. C'est-à-dire attends, parce que après je parle. Joué avec le chien, c'était plus on a vu. Et donc j'ai vraiment maté en 2 fois, et je ne l'avais jamais vu. Je connaissais le nom, je connaissais plus la zig de rap que ça, quoi. Ouais. Putain, c'est pas bien, quoi. Je pense que c'était dur. Franchement, c'était. Là, on est sur un navet. C'est pas sur un nanar, c'est un navet. Le scénar, il y a pas grand chose dedans, c'est un espèce de vieux. Enfin, je dirais pas un remake des Ripoux quand même, mais bon, putain, compare pas ça. Non, ça aux Ripoux quand même. On est bien d'accord, calme-toi. On est d'accord. C'est pour ça que Ripoux à Marseille. Voilà. Après, il y a rien. Ce film, le scénar, il est nul. Techniquement parlant, c'est pas super bien joué, c'est pas très bien filmé. Les scènes de baston sont strictement illisibles. Je veux dire, quand ils se battent à la fin là, sur le bateau, putain, tu comprends rien. Les plans sont. Mais parce que la caméra bouge avec. Non, elle bouge pas. C'est n'importe quoi. Et c'est cadré avec la moitié du torse, on voit pas la tête. Après, c'est illisible. Tu comprends rien à ce qui se passe au niveau des bastos. Je suis déçu. Qu'est-ce que fout Jean-Yann là-dedans, putain. Qu'est-ce qu'il il avait des impôts payés. Ouais, voilà, il est venu prendre un biston. Comme tout le monde. Il y a rien. Il y a l'intrigue, elle est nulle. L'histoire d'amour avec Noémie Lenoir, on en a rien à foutre. Si j'ai vu qu'il y avait Teufa, ça m'a fait rigoler, quoi. Voilà. Au moins, tu vois, j'ai retenu lui. Mais alors, c'est lui qui est à l'origine du film aussi. Putain. Oh merde. Puisque en fait, pour l'histoire, c'est la mixtape. Enfin, le son vient d'une mixtape de rappeurs. Ouais. Et en fait, Teufa est producteur de musique de base. D'accord. Et c'est lui qui a produit ce truc-là, et donc c'est d'après une idée entre guillemets originale des deux chanteurs qui ont créé les personnages. Ça vient bien de la zig centrale ici, Gomez et Tavares. Oui, c'est ça. Okay. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc Teufa c'est pour ça qu'il est dans le film, c'est parce qu'il est producteur de musique de base et que c'est lui qui a produit le son Gomez et Tavares. Okay, d'accord. Ok. Voilà. Donc, et que dire d'autre? Et ça fait moins marrer. Ouais, non, c'est con parce que j'aimais bien Teufa en plus. Enfin, voilà. Après, c'est son dernier film à Jean-Yann. Titoff. Ouais, c'est vraiment son dernier film. Ouais. Ça fait mal, hein. Il est décédé 2 semaines avant. Il est décédé pendant le tournage d'Atomic Circus en fait, et donc il a pas été crédité dans Atomic Circus et il a été remplacé. Dans Atomic Circus. Donc techniquement Gomez et Tavares c'est son dernier film. De là à dire que c'est Gomez et Tavares qui ont tué Jean-Yann. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Il y a qu'un pas, mais on peut allègrement. Je pense qu'on peut mettre ça sur le dos du film. Oui, je pense. Titoff, on peut comprendre pourquoi il n'y a pas de carrière derrière. C'est déjà pas un bon comique, alors un bon acteur. J'ai bien mangé. Oh, putain, c'est nul. Ouais, il joue mal. Ouais. Tommy Bugsy, voilà. Tommy Bugsy, de la même manière que les Yamakasi sont de très grands athlètes, mais pas de bons acteurs, il a fait de la musique. Je pas dit que c'était un grand musicien, mais il a fait de la musique. Apparemment, personne très sympathique. Vraiment, apparemment, c'est un gars qui est hyper cool, qui est hyper accessible. Ah ouais, apparemment, okay. Ouais. C'est un gars qui est très sympa.
Donc on peut déjà pas y enlever ça. Bah peut-être. Bah écoute, Stomy, on ne juge pas ta carrière là. Non, après, j'ai envie de te dire, je sais même pas, c'est pas lui le plus mauvais là-dedans, en vrai. Bah t'as le chauve là, je te disais, celui qui fait Rocco là, le méchant là, Dibuka, lui, il joue dans Banlieue 13-2 aussi. Oui, il fait il fait le commandant du GIGN ou je sais pas quoi. Donc oh putain, voilà. oui, je savais que je l'avais déjà vu quelque part. Amram. Oui. Amram, ouais, voilà. Ça, et voilà quoi, j'ai rien à dire de ce film quoi. Non, effectivement. Là par contre, ça c'est pas un nanar, c'est vraiment pas bien quoi. Et dire qu'il y a un 2, je n'ai pas vu non plus, et je pense que je vais pas me le farcir. C'est vraiment un AV, mais je crois qu'il a quand même fait une belle. Ah oui, non, il a fait une belle perche au box-office. Il a fait la bascule, je crois, sans problème en plus. Bah oui, et puis s'il y a une suite. C'est que le premier a été. S'il y a une suite, c'est forcément que le premier a été rentable. Donc. Voilà. Ça, c'est clair. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il y a rien qui va. Titoff, on essaie de te le faire passer pour un mec charismatique. Oh putain, fait pitié, quoi. Alors que c'est Titoff en fait. Donc déjà non. Il y a zéro crédibilité, le mec. En termes de Stomy Bugsy dans son rôle, il est pas crédible non plus pour un sou. Juste les moments où il est un peu gangsta, et encore c'est pas non plus c'est pas le truc de fou. Jean-Yann, effectivement. Jean-Yann, qu'est-ce que tu fous là? C'est le mec qui est en train de cabotiner à mort avec la Chine. C'est une Chine. 830 000 entrées en France, le premier. Ouais, mais Jean-Yann qui est en train de cabotiner comme pas possible. Noémie Lenoir. Elle sert à rien. Mais en fait, tu fais semblant d'être badass, mais c'est quoi ça? Déjà de toute façon, moi j'ai du mal avec les top modèles qui deviennent acteurs, tu vois. La liste des réussites, elle est pas immense. Elle est pas folle. Et Noémie Lenoir n'en fait pas partie. Noémie Lenoir, bel exemple. Hein. Marva Galanter, c'est pareil pour toi. Mais ouais, non, il y a rien qui va. Même non mais Cara Delevingne, scénario, même au niveau du son. Oui, bon, on va pas tout les faire. Campbell aussi, Claudia Schiffer, t'es pas fou. Ouais. Non mais franchement, dans ce film-là, même au niveau du son, des fois t'as des trucs où t'entends à fond, des fois t'entends rien du tout. Ça parle, tu dis mais même un téléfilm TF1 n'en aurait pas voulu, même M6 n'en aurait pas voulu. Il y a rien qui va. Il y a pas une vanne drôle. Des fois en vrai, t'as des plans, notamment à la fin avec l'hélicoptère, où t'as des plans juste, t'as l'impression qu'ils sont dans l'hélicoptère, mais le plan est silencieux. Et juste après, t'as le plan où tu vois l'hélicoptère et là, tu fais mais quoi? Le mixage est dégueulasse au possible. On dirait un épisode de Keski ou de Culturiste. Donc, non mais franchement, il est 10 fois trop long. T'as des scènes qui durent 10 plombs pour rien. Oui. C'est la scène justement avec Teufa là, quand ils sont dans le bordel, là, ça dure 10 ans pour des conneries. Mais ça, et puis même la scène de début, juste la scène de début où t'as le genre de cabriolet là avec les deux gars, dont Faflarage. Hein, plus les deux qui sont en scooter et le dialogue où tu fais mais pour qui vous faites passer les Marseillais c'est Dadou et Faflarage dans le cab. Oui, c'est Dadou et Faflarage. Tu as Faf putain de la rage. Et tu vois ça, tu dis mais je vais regarder quel film là. Et tu te dis attends, c'est quoi, c'est Gomez et Tavares ou c'est La Beuse en vrai. Ils sont revenus à des trucs plus simples. Après, ils ont décidé de tourner Plus belle la vie. Ils se sont dit, on va être un peu plus cool avec Marseille. Avec Marseille, on va être un petit peu plus cool. On va être tellement plus cool qu'on va faire Gomez et Tavares, on va en faire 2 et on va faire 5 taxis évidemment. Aussi. Et on va faire les Secpa et on va faire. On va y venir à tout ça. Oui, il y a pas une vanne qui est drôle dans ce film, quoi. Je sais pas, il y a rien qui m'a fait rire, quoi. Comme dans le spectacle de Titoff, il y a pas remboursé une vanne qui est drôle. S'il vous plaît. Ouais, non mais c'est pour une. D'ailleurs, petite ref. Après, c'est un truc qui me concerne. C'est vous connaissez Oldelaf et sa chanson La Tristitude. Non. Oui, il a fait une chanson qui s'appelle La Tristitude des internautes, où il y avait eu un concours où il reprenait des tristitudes que les internautes avaient fait. Et il se trouve que il y a un couplet dedans qui est écrit par moi. Et t'as été repris par Oldelaf, donc. Et j'ai été repris par Oldelaf. Et j'avais gagné des places pour un concert parce que fallait faire une tristitude. Et en gros,
mon couplet, c'était la tristitude, c'est quand tu vas voir un spectacle de Titoff. La tristitude, c'est quand on te dit que t'as le même humour qu'Anne Roumanoff. Et après, j'avais bien le truc. Mais voilà, déjà, ça te pose le niveau du truc. C'est quand tu commences par la tristitude, c'est quand quand tu vas à un spectacle de Titoff. Voilà, quand même. Parce que, à un moment donné, c'est juste pas possible. J'avoue que le mec est pas drôle. pas drôle du tout. C'est pas un humoriste. C'est juste le gars, il a été, Allez, t'as un accent ouais, t'es le futur Patrick Bosso. Ah, non, c'est pas parce qu'il a un accent marseillais que c'est le futur Patrick Bosso et qu'il est drôle. Oui. Déjà, Patrick Bosso, on va se calmer. Calmez-vous avec vos idoles, s'il vous plaît. mais Titoff, c'est encore pire. C'est encore pire. Et même là, je ne sais pas de quoi il vit vraiment. Les grosses têtes. Ah, il est grosses têtes. Ouais. Ah oui. C'est Laurent Ruquier, c'est un copain Ruquier. Eh oui. Bah, c'est un copain Ruquier, mais au départ, c'était Ruquier ou c'était Arthur qui l'avait produit? Ah, c'est peut-être bien Arthur au départ, c'est possible, je sais pas. Ouais. Dans tous les cas, c'est un des deux, mais tu fais, pourquoi vous avez produit ça? C'est juste parce que il y avait Danny Boone au nord, fallait un gars au sud, c'est tout. Non, mais vraiment, t'as l'impression que c'est que ça, parce que ce n'est pas drôle. Non, mais je t'ai dit, j'ai pas une vanne qui vient en tête. Pas drôle. J'ai pas un truc qui me dit, ça m'a. Non, et ils essayent d'en faire un punchliner, mais ça ne marche pas. Non. C'est Stomy Bugsy qui lui ferme sa gueule et qui sort la meilleure punchline. Tu fais bah, ok, d'accord. Mais ça ne rime à rien avec ton personnage. Et toi, Chris, qu'est-ce que t'en penses? Eh oui, encore une fois, un de son top 5 dans les films après Pump Up the Volume. Tom, ce film-là. Pas Madeleine de Proust. Si, alors bien assis. Non, plus une petite Madeleine plus une Madeleine de Proust. Et Titoff, il a joué dans Les Dégains 2, quand même. Ah, film que je n'ai pas vu et que je ne vais pas voir. J'ai déjà vu le 1, ça me suffit. J'ai vu aussi le premier. Non, c'est... Putain, il a joué dans un nombre de films de Gilles Paquet-Brenner, c'est hallucinant. Mais ils sont potes, c'est pas possible autrement. Bah, c'est sûr. Mais avec Stomy Bugsy aussi a joué dans un paquet de films de Paquet-Brenner. Non, c'est... Comme dirait Storm, je vais pas être très innovant. Voilà. Ça va recouper ce que vous avez dit. Non, le film est mauvais, mal joué, mal monté, mal scénarisé, mal écrit. En fait, tous les poncifs du genre vont y passer. Tu mets tout le film et tu mets mal devant. Alors, l'anecdote est arrivée bien après le film Gomez et Tavares, mais je voulais la ressortir quand même pour dire à quel point cette personne pouvait être à la fois, comme quoi on peut être à la fois avoir un joli visage, mais être débectable dans ce qu'on peut raconter. Je parle pas de Jess, quand même pas. J'ai un peu de respect pour elle quand même. Voilà, cœur Jess sur ton fish and chips. Non, c'est Noémie Lenoir. Alors forte du succès de Gomez et Tavares et de Gomez versus Tavares, il y en a qui se sont piqués à l'idée de lui dire tiens elle est quand même mignonne, on va la mettre dans d'autres films. Et elle était allée sur une production internationale dont j'ai complètement zappé le nom. Elle est mignonne. À l'époque, peut-être à Marseille qu'on dit ça, ouais. On vient de perdre tous nos auditeurs marseillais, mais c'est pas grave. Et comment elle avait joué avec James Bond, Pierce Brosnan, sur un film, voilà. Et donc ça. Et ça, donc ça avait fait un petit peu les choux gras, en disant voilà, machin. Et dans une émission française, à son retour de tournage, on lui pose des questions sur son expérience et tout, et puis un peu taquin, le journaliste lui dit alors avec Pierce Brosnan, il s'est passé des choses ou pas? Et elle a répondu un truc qui m'a sidéré. Et elle a dit bah non, il s'est rien passé, il est blanc. Et elle a dit il s'est rien passé, il est blanc. Imagine juste le dialogue inversé où on aurait posé la question à Pierce Brosnan si c'était passé quelque chose avec Noémie Lenoir et qu'il avait répondu bah non, il s'est rien passé, les noirs. Ouais. Ou à Mimi Mati si elle avait fait un truc avec Tony Parker. Il est grand. Alors, non, il est grand. J'étais effaré. C'est passé crème comme une lettre à la poste. Ils sont mariés comme des connards, ils ont dit il n'a jamais rien dit par rapport à ça. J'ai trouvé ça juste si je comprends bien, hallucinant. Noémie Lenoir et Michel Blanc. Voilà, exactement. Okay. Mais avec Michel Noir non plus. Peut-être avec Eric Blanc, parce qu'il est noir.
Peut-être avec Eric mais et Ramsey. non, pour te dire, enfin, voilà. Donc de ce jour-là, je me suis dit, bah écoute, t'es mignonne, mais t'es complètement conne. Donc voilà. Et j'étais bien content que finalement que les gens se soient rendus compte qu'elle n'avait pas de talent, et qu'ils aient arrêté de la faire, de l'appeler dans des productions. Elle fait plus rien maintenant. Non, enfin en termes de film. Elle a pas fait grand-chose derrière. Ah non. Non, parce que maintenant elle est devenue. Il y a peut-être de ça aussi. C'est souvent ça dans l'industrie. Écoute, à pas se mentir, à un moment donné, ça sert à rien de jouer les personnes. Oh non, c'est pas trop. Non, elle est vieille maintenant. Non, elle avait fait une apparition dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est la première de la reine avec Marina Foïs. Que Christian Clavier. Oui, c'est ça. C'est ça, non oui, c'est ça. C'est le crush de Christian Clavier. Ouais. Assez cringe, même déjà à l'époque, mais. Okay. Sa filmo, elle est courte. 2, 4, 6, 8 films. Les derniers en date, c'est déjà Rush Hour 8 de 3, trop. Le Transporteur Héritage et Alad 2. Ah, donc c'est même pas Extatan. Et Alad 2. Alad 2. Ouais, d'accord. Allez. Voilà. Ok. Tu passes de Rush Hour à un film de Kev Adams. Ouais. Allez. Ou dans Alad 2, elle joue une hôtesse de l'air. Donc autant te dire que c'est pas. Ouais, allez, ça me fatigue déjà. Qui donc ça, faisait les commentaires sur celui-là? Qui faisait les commentaires sur celui-là? C'est moi. Ah, eh bien, Storm, vas-y, je t'en prie, les commentaires. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Alors, j'ai un 5 étoiles de 1 visiteur. Stomy est trop sexy. Quel beau métis. Je kiffe grave mortel Black Power. Titeuf me fait mourir de rire. Il devra avoir un Oscar du meilleur acteur. Vraiment, je le pense. Très bon film de gangster. L'intrigue est permanente et la fin est rebondissante et pleine de joie. J'ai versé une larme à la fin. Je me repasse ce film tous les jours car j'arrive à comprendre la subtilité des dialogues cocasses. Quel est le seul mec capable de verser une larme devant un film? C'est Durandal qui a écrit. C'est sûr. C'est Durandal qui a écrit cette... Mais non, c'est pas un film de Besson. Ça pourrait être une production Besson, hein, Gomez et Tavares. Pas loin, c'est vrai. Ensuite, j'ai On y arrive, t'inquiète. Un étoile. Enfin, non, c'est même pas une étoile. C'est sur Sens Critique. J'ai un 1 sur 10 de Alex Winchester qui met oh lol, caca prout, pampan, onche. Voilà comment on peut résumer ce film. À éviter. Très bon résumé, je valide. Et en même temps, on est sur un meilleur résumé de tous les résumés qu'on a pu faire dans Keski, je pense. Donc voilà. Et maintenant, je vous propose de changer un petit peu d'époque, mais de rester toujours dans la même ville, de toujours rester sur Marseille. Et on va maintenant parler de Taxi 5. Taxi 5 qui est sorti en 2018 et qui a été réalisé par Franck Gastambide sur un scénario de Franck Gastambide. Comme acteur. Avec en acting comme acteur principal Franck Gastambide. Mais il n'est pas tout seul au scénario puisqu'il y a aussi Stéphane Kazanjian, il y a Luc Besson et il y a la collaboration aussi de Malik Bentala. D'ailleurs, Stéphane Kazanjian, il était pas sur Bad Buzz lui ou un truc comme ça. Ça me dit quelque chose. Donc déjà ils sont à 4 pour le scénario de ce truc-là. À 4. Déjà 4 pour ce scénario. Je pense qu'il fallait au moins ça pour pas sombrer. Au niveau du casting. Il y en a pas. Non mais attends, au niveau du casting, on a Franck Gastambide, on a Malik Bentala, on a le retour de Bernard Farcy et d'Edouard Montout qui font le lien un petit peu avec la précédente saga. On a Salvatore Esposito, Sabrina Ouazani, Anwar Toubali, Monsieur Poulpe, Sissi Duparc, Lionel Laguet et Sand Van Roy. On est vraiment sur un blockbuster. Mais je pense que c'est Chris qui va pouvoir nous en parler le mieux puisque c'est lui qui conduit le plus de voitures. Chris, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Ah ouais, moi j'étais sûr qu'il avait aimé ce film. C'est waouh. Mais moi aussi. Tiens, Chris, tu sais quoi ? C'est toi qui va nous faire le résumé de ce film. Et oui, très très beau résumé, merci, c'est très très bien résumé, Chris. Tom, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Quelle catastrophe. Alors j'étais déjà pas allé voir le 4.
Tu vois, et j'avais fait évidemment une croix sur le 5 parce que en plus l'équipe originale déjà me plaisait moyennement, mais là en plus tu changeais par Gastambide et sa bande. D'ailleurs, Franck Gastambide, il t'a pas écrit pour te dire qu'il était HPI? Parce que c'est important de dire qu'il est HPI avant quand il joue dans un film. Je crois c'est hyper important de préciser que Franck Gastambide, c'est obligé, c'est contractuel. Oui. Il est HPI quand même, faut le dire. Au fait, le saviez-vous? Franck Gastambide et HPI. 3 millions et demi d'entrées pour ce film. Ouais. Voilà. C'est ouf. Après. Bon, après, ce qui reste une veste comparé à la saga d'action. Mais 3 millions et demi, c'est un succès. C'est un succet qui normalement finance le 6. Voilà. Alors, 8 et 6, 14, ça fait 6 ans, donc on peut espérer qu'on a enfin coupé la tête à cette saga. Mais après avoir vu le film, Luc Besson a déclaré que Franck Gastambide était un digne héritier de Taxi. Voilà. Il a été parce qu'il est HPI en même temps, c'est normal. Quand même bien. C'est nul, mais qu'est-ce que c'est nul. Et puis alors, si on peut sortir un intérêt quelconque dans les 4 premiers, c'est que le flic joué par Diffenthal, il a besoin d'un mec qui sait conduire pour mener ses opérations de police et tout. Mais là, en fait, celui qui sait conduire, c'est le flic. À quel moment il a besoin de l'autre dans le film? C'est à aucun moment en fait il a besoin d'avoir aucun moment et il se le traîne pendant tout le film. Ça n'a aucun sens. Et il est présenté comme un sidekick rigolo, mais ce n'est même pas le cas. Drôle. Malik Bentala, il est absolument pas drôle. Ça doit être une figure. Je le connaissais pas. Ça doit être une figure du stand-up marseillais, je pense, un truc dans le genre. Non, c'est. Non, c'est une figure du Jamel Comedy Club. Ok. Mais il est plus drôle que ça quand il fait des. Enfin, peut-être pas en spectacle, mais sur des sketchs, il a des trucs pas mal. Sur certains trucs, là, CNews, franchement, c'était pas mal. Il commence à refaire du truc assez sympa. Après, on est plus sur, j'allais dire sur de la répartie, mais même pas en fait. La plupart du temps, si Malik Bentala, il est connu sur sa répartie. Mais là, ça lui rend pas hommage. Non, mais il y a zéro intérêt pour ce film du début à la fin. Alors, quand on en avait discuté un petit peu avant ensemble, il y a une blague de caca qui vaut le coup quand même. Oui, forcément. Il y a Bernard Farcy, voilà. Blague de caca. Parce que c'est même pas juste un petit caca, c'est quand même une gerbe, un éclaboussement de caca général. La caca sur une ministre, je crois. Et parce que oui, en plus Bernard Farcy, il est même plus à la police, c'est le maire de Marseille, quoi. Tant qu'à faire, c'est poussons les potards au maximum. Mais oui, ça. Mais non, mais c'est même pas pousser les potards au maximum, c'est même chier sur la saga originale, clairement. Puisque t'as deux personnages, t'as Bernard Farcy et Édouard Montout. Édouard Montout qui a l'air d'être maintenant, alors que c'était le plus déglingué des policiers dans la saga précédente, c'est le mec le plus normal au monde et il se fait déglinguer par une voiture. Et derrière, t'as Bernard Farcy qui, effectivement, on était sur un commissaire un peu fantasque et tout. Là, on est sur Gogol. Clairement, puis tu rajoutes à ça, Gastambide, il a beau être HPI, ça l'empêche pas de faire des bonnes blagues grossophobes. Et puis alors là, ça on aime la grossophobie. La nana l'actrice, la pauvre actrice qui joue, mais comment elle a pu accepter tout ça? Alors, j'espère que le chèque était gros. Mais il y a aussi, il y a aussi le nanisme. Oui, il y a un nain aussi. Et il y a aussi, c'est pour ça qu'il a pris l'actrice, le film. Toi, t'as l'air bizarre. Toi, tu fais des, donc Monsieur Poulpe fait des blagues, hein, mais ça reste Monsieur Poulpe, hein. Et là, l'autre là qui a une calvasse là, le psychopathe. C'est le psychopathe. Toi, tu vas juste être bizarre et tu vas faire. Si le nain, le truc qui marche, c'est le. Oui, maintenant il faut l'appeler Michel. Faut l'appeler Michel maintenant. Oui. Ça c'est rigolo. Ils sont convertis, il nous fait chier avec les fêtes machin. Alors il s'est radicalisé. Oui, il s'est radicalisé. Ça, j'avoue que ça marche. Alors ça fonctionne. Mais derrière, c'est défoncé, je trouve, par le. En plus de ça, il fait du modélisme et des trucs miniatures. Tu fais, oui, tout ça parce que c'est un nain. Ah oui, c'est drôle. Hein. Ah oui. Mais de toute façon, ce film n'est pas, c'est pas un film. C'est un espèce de film à sketch, mais c'est pas un film. Et ils ont allègrement pompé tout ce qu'il y avait dans les autres taxis. Il y a c'est une ressucée du début à la fin. Ouais, il y a aucune. Ils l'ont pompé, mais ils ont fait l'inverse. Ah oui. C'est-à-dire que effectivement,
Là, c'est la meuf de celui qui ne sert à rien. Hein. Donc, dans les autres taxis, c'était Frédéric Diffenthal qui sortait avec Petra, machin. Là, la blonde, elle sort avec l'autre gars, machin, qui est pas le flic. C'est totalement l'inverse et ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Il y a rien qui va. Il y a tout le casting des SECPA avec Redouane Bougueraba en plus. On avait parlé de Ali, Hakim, enfin on avait parlé des 3 autres frères. Maintenant, il y a Redouane qui est dedans. Et il y a même les mecs des Dégains dedans. Et il y a Ramsey, il y a Soprano, mais il y a Ramsey qui joue un Italien. Il y a le René Malville. René Malville. Ah mais il y a Pascal merde. Pascal non. Zadi non. Jean-Pascal. Oui, il y a Jean-Pascal Zadi, il y a JP Zadi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce film en fait? C'est tu te dis en fait les mecs sont venus juste pour cachetonner. Et pour se dire, eh bien, on pourra dire à nos enfants qu'on est dans la saga Taxi. Mais... Bon, il n'y a pas Samina Seri, il n'y a pas Frédéric Diffenthal, mais on est dans Taxi. De toute façon, même le film chie sur Samina Seri et Diffenthal, puisque quand t'as le commissaire qui raconte justement les exploits de Samina Seri et puis Diffenthal. Personne sait et puis déjà personne sait qui c'est, puis à la fin il dit ça va, vous serez comment il dit genre vous serez la relève parce que les autres c'était genre ils sont dépassés, enfin tu dis un petit tacle gratuit genre c'est sympa quoi. Ouais. Et c'est le HPI qui a dû écrire la Ils ont rien compris à l'essence de Taxi pour le coup. Moi, je suis pas forcément le plus grand fan de cette série. Je veux dire, après, j'avais beaucoup aimé le premier à l'époque parce qu'il m'avait fait rire. Franchement, il y a des trucs qui marchaient bien dessus. Oui, alors le premier, c'était pas extraordinaire, mais il y avait une certaine fraîcheur dans le premier. Voilà, il y avait une vraie envie, il y avait des vraies cascades qui claquaient. Enfin, pour l'époque, franchement, il y avait un budget. C'était non, et puis même l'histoire où tu te dis, en fait, c'est un conducteur de taxi qui aide la police. Il a pas le choix. Parce que son bolide, il est trafiqué. Mais même les vannes, il les repique, là, quand ils vannent les Italiens, là, sur le circuit, t'as mis le frein à main et tout, c'est tout piqué à taxi, ça. Clairement. Parce que, au moins, dans le 1, il y avait des punchlines qui marchaient. Je veux dire, il y avait des scènes qui étaient vachement mieux écrites en termes de punchline et tout, quand ils vannaient les Allemands. C'est quoi vos bolides? C'est des Mercedes. Ah, ils font des voitures aussi! Mais oui! Non, mais il y avait des ça marche. Alors, les petits PD, on se prend pour Schumacher. S'il va sur l'autoroute, il est fait comme un rat. Ouvre-moi ce rat! Non, franchement, et le 2 avait ses défauts, mais il marchait encore, le 2. Je veux dire, déjà, rien que le début, moi, j'adore l'ouverture du avec jeu. Didier Auriol. C'est avec Schlesser. Et puis que l'autre, il dit, lui poursuit avec des taxis, l'autre, il fait, mais vous êtes sûr que c'est pas une voiture de rallye? Mais non, c'est un caquet qui a mis des autocollants pour mouiller les minettes. C'est le 2 ou c'est le 3? Ça, c'est le 2, ça. Ça, c'est le début du 2, ça. Le 3, c'est avec, c'est dans le 3, c'est dans le 3 où il y a Stallone. C'est avec Stallone, Là, oui, le 3, 4, c'était ça pas bouffé. Le caméo de Stallone, il a bouffé la moitié du budget. Mais c'est pas grave, il y a eu Stallone. Bah, tu m'étonnes. Bah, c'est clair. Mais pour le coup, là, pour moi, ils avaient rien compris à l'essence de Taxien, voire même de Taxi 2. L'essence. Après, si j'ai envie de pousser le vice aussi. Taxi essence, vous l'avez? Bravo, Storm. Bah oui, alors. Et puis, j'ai pas fait expo. Et puis, Franck Gastambide, c'est Vin Diesel, de toute façon. Donc, il joue comme Vin Diesel, il se prend pour Vin Diesel, il fait les mêmes sourires que Vin Diesel, sauf que c'est pas Vin Diesel. Moi, je serais prêt à payer pour avoir un film avec. Il se prend pour Vin Diesel, ça veut dire qu'il ne joue pas. Bah, c'est un peu ça, il joue pas. Et Franck Gastambide, Cyril Raffaelli, moi, je suis prêt à payer pour voir un film avec eux. Et Vin Diesel en caméo. Le film du non-jeu. Le film du non-jeu. Les 3. Avec les 3. Mais c'est l'anti-jeu à son paroxysme. Le premier qui bouge a perdu, c'est 1, 2, 3 semaines. Tu mets Dominique Purcell en caméo. Arrête. Ne sois pas méchant. Le premier qui a... C'est vrai. Le premier dans ce film qui insère une émotion a perdu. Oh putain. Le premier qui bouge a perdu. Et donc, non, mais pareil, il y a pas grand chose. Ouais, t'as une vanne peut-être qui m'a fait rire, 2. Et pourtant, je suis gentil sur l'humour. Moi, je tolère beaucoup de choses. Mais là, comme tu dis, l'histoire la caca 2000. Bon, t'as l'histoire de caca, ça fait rigoler, je veux bien. Mais il t'introduit ce truc, la caca 2000. Tu dis, ça va peut-être servir à quelque chose à un moment. Non, plus jamais tu le revois, plus jamais tu vois ce truc-là. Donc ça sert. Ah non, c'est juste l'instant. Mais c'est l'instant caca. C'est pas un film, c'est des sketchs, quoi. On fait ça, on met une séquence, paf, on la met, on raccorde comme on peut les wagons, on refait une séquence, hop, on la met. Tous les flics secondaires, on te les présente, mais on les voit jamais après, ils servent à rien. Comme tu dis, on te déduit c'est le psychopathe, c'est si, mais on les voit. Il y a à la limite,
Ouais, si, le nain sert à un moment donné. Mais pareil, ça aussi c'est ridicule. Il y a la femme aussi qui sert à un moment donné. Ah oui, c'est pareil, pour arrêter la bagnole, oui. Oh, c'est bon. Ouais, voilà, super. Mais tu vois les deux autres, tu vois Poulpe et l'autre là, ils ne servent à rien. L'autre il est juste ok, d'accord. Et puis t'as Poulpe, mais je me demande ce qu'il fout là. Moi, franchement, je me suis dit, putain, franchement, Poulpe, enfin au cinéma, machin, ça peut être cool. Parce que j'aimais bien. C'est Gaston Bide, il lui a dit, tu veux venir jouer Taxi 5, le chèque s'étend. Il a dit, bah ouais. Bon, puis après, 5 semaines de tournage à Marseille, je crois. Ouais. Mais c'est ce film, il a rien compris à ce qu'il devrait suivre. Donc voilà, le méchant italien, il a de la gueule quand même. Je trouve qu'il a un sérieux, je sais plus comment il s'appelle par contre. Bah l'italien, ils l'ont quand même pris Gamora, dans la série Gomorrah. Ouais. Il a de la gueule. Donc bon, il a sa gueule de mafieux italien de Gamora. Ouais. C'est le seul truc, parce que effectivement là où je trouve ça déjà peut-être un petit peu plus un peu plus réaliste, c'est effectivement, on parle de la police municipale. Ouais. Donc c'est pas des gars qui sont censés avoir une habilitation de ouf ou résoudre des affaires de ouf, contrairement aux deux gars un peu ripoux que tu peux voir au début. Mais c'est le seul truc. Après, c'est quelle image tu donnes aussi à la police municipale. C'est pas parce que c'est la police municipale que ça doit être de gros débiles mentaux. Parce que là, on est clairement sur de gros débiles mentaux. On est sur un HP. Ouais, tu sais pas où les mettre. C'est pas parce que Franck Gastambide il est allé à l'HP parce qu'il a dit moi j'ai un HP qu'il faut faire des personnages comme ça. Et puis en 2018, ce n'est déjà plus drôle ce genre de personnage. Mmh. Mais puis surtout qu'il les utilise en plus il les utilise pas quoi. Donc je veux dire, même si tu veux déjà le peu de traits qu'il leur met, bonjour la gueule des traits quoi. Mais en plus il les utilise même pas ces persos. Tu pourrais les mettre quoi. Non, c'est ça. C'est pour meubler, il y a juste à la fin, tu vas pas allez, à la fin, tiens, on vous donne toi tu fais une scène, toi tu fais une scène, puis tu vas basta. Ouais, c'est ça s'articule que autour de Bentala et de Gastambide. Il faut pas, parce que les deux sont pas bons acteurs, en fait. Et il y en a un qui est bon en stand-up, il y en a un qui est bon en dressage de chien, mais c'est tout. C'est malheureux. Ouais. Ce film a quand même eu des nominations et des récompenses. Hein. Je suis en train de voir ça. C'est 2 nominations aux prix internationaux du film automobile avec le meilleur film dramatique et meilleure cascade. Ouais, je ne savais pas que les prix internationaux du film automobile, je ne savais même pas que ça existait. Et il a eu le prix Taurus de la meilleure action dans un film étranger. Voilà, pour les prix mondiaux des cascades. Mais les cascades, elles sont pas forcément déjà plus folles. Enfin, il y en a une ou deux qui sortent un peu, mais rien que la scène, quand ils essayent de justement de parodier de Taxia, la scène de tous les flics qui se rentrent dedans là, tu sais. Elle est dans le film, dans le premier, elle avait une logique. Je veux dire, donc comme c'est fait, là, t'as l'impression que les mecs ils sont à un carrefour. Et tu sais pas pourquoi les mecs se rentrent dedans. Tu dis c'est pas crédible. Et c'est interminable. C'est-à-dire que 3 minutes. Bon, la première, la deuxième, mais au bout d'un moment, les gens. 3 minutes après le carton, les voitures elles continuent à rentrer dedans. Là, tu dis c'est juste pour faire ça. Non, mais c'est pour casser de la bagnole parce que le premier taxi en fait avait eu le record du nombre de bagnoles accidentées dans une cascade. Ils ont battu le record dans Taxi 2. Et là, je suis sûr que c'est un pari pour juste en péter une de plus. Bien sûr. Tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est qu'elles avaient un sens. Là, elle n'a pas de sens, cette scène. Elle sert à rien. Mais ce film n'a aucun sens. Oui. Ce film n'a aucun sens. Enfin, c'est pareil, c'est dans tous les films taxi la même chose. C'est à quel moment tu te dis, oh là là, il y a des cambrioleurs. En fait, ils sont en Lamborghini, on va les arrêter parce qu'on a un taxi surpuissant. Ferme ta gueule. Oui. Puis alors, la scène de quand ils se cachent dans le bureau. Les mecs là. Non, allez. Mais à quel moment tu vois pas un mec sur le dessus de l'armoire quoi. Mais parce que c'est ça qui est con, c'est que tu dis Bentala il est censé être con. Donc à la limite tu dis lui il va se cacher tout nul, il va se faire cramer. T'as envie de te dire l'écriture de son personnage elle est comme ça, il est con. Gastambide le HPI là, lui normalement il est censé être trop balèze. Le mec il se met couché sur un meuble qui a 1m30 du sol. Et t'es complètement con. Mais ça et puis la scène d'après où ils sont tous les deux prisonniers. Je vais te faire hyper mal, machin. Et puis l'autre, il continue mais
Mais et Bentala, là, il est plus con que con. Quand il dit non, mais je peux pas casser la vitre. Mais prends ma vitre et tout. Mais pourquoi faire une scène de 5 minutes sur le fait qu'il n'arrive pas à péter une vitre et que tu arrêtes pas de lui dire, mais prends celle d'à côté, elle est pétée déjà. Ah, ça ne sert à rien. Mais c'est pas drôle. C'est débile au possible. Ah ouais, non, ce film est dur. Et pourtant, ça n'en fait pas un nanar. Clairement t'en avais vraiment pas. Ah non, mais qu'on soit bien d'accord de toute façon, dans ce qu'on a parlé ce soir, il y en a que deux nanars. Je vois Parking et One aucun moment où même un rire nerveux pourrait arriver par la débilité d'une situation ou autre. Il y a rien qui peut provoquer ça, quoi. C'est pas possible. Le problème, c'est qu'en fait, faire rire avec de l'absurde, c'est beaucoup plus compliqué que les gens le pensent. Là, ils se disent, ouais, c'est bon, on va faire sauter la gonzesse du pont, elle est grosse, ça va péter la voiture, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est fait, lui, on va le mettre comme ça, c'est absurde, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est faire, comme tu dis, Malik Benta, il est con parce que la vitre, c'est pas drôle, c'est pas absurde, ça. Non, c'est juste une vitre qui se pète pas et lui qui insiste pour essayer de péter la vitre alors que, il y a la vitre pétée à côté. Même si, effectivement, on est dans un film, sur l'incrédulité et tout ça, ça ne fonctionne pas là. Parce que on est dans un truc où les mecs sont des putains de mafieux quand même. Ils essayent de voler des diamants, ils veulent buter les mecs, tout ça. Sérieux, ils paraissent tellement sérieux. Et en fait, ils sont arrêtés par des Il débiles. essaye de coller en fait un moment slapstick dans un film qui ne l'est pas. Donc ça n'a aucun intérêt en fait. C'est ça. Mais c'est ça. Et en plus, comme tu dis, c'est encore plus con, c'est que pour le coup, les mafieux, bon, dans les autres taxis aussi, enfin en tout cas au moins les deux premiers, ils sont hyper crédibles en tant que méchants. Tu sais, à aucun moment tu dis c'est des bouffiers aussi les mecs quoi. Non, ils sont hyper carrés, ils sont hyper sérieux. Bon, à part l'autre avec son mulet, mais bon. Ça commençait déjà vraiment à puer la merde, je crois. C'était avec Taxi 4 ou c'était les Belges. Oui, ça, c'était pas bien ça. Et pourtant, Jean-Luc Bouchard, François Damiens. Voilà, je les adore les mecs, mais tu fais ça fait Taxi quand même, et là c'était vraiment pas ouf. C'est des mecs coqués à mort, machin, mais ils en jouent parce que je crois que c'est dans cet épisode-là où Bernard Farcy il est coqué à mort aussi à la fin et il les déglingue. Mais tu vois, non. Espèce de parodie. Et là on a dépassé Taxi 4 qui était déjà pas bien. On a déjà dépassé. Comme à HPI, on est passé au niveau supérieur là. C'est. Ouais. Ah bah oui. Au fait, le saviez-vous en parlant de ça, Franck Gastambide est HPI, ce qui paraît. J'ignorais mais je préfère le dire totalement. Parce que après, ça peut peut-être aider à comprendre quelques mécanismes et quelques scènes du film. Et en fait qu'il est HPI. Voilà. C'est bon à savoir. Hein. Eh ben oui. Écoutez, si vous êtes HPI, faites des films. De toute façon, on vous pardonnera tout puisque il suffit de sortir la carte. Je suis HPI. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, j'avais déjà pas aimé Franck Gastambide dans le remake là, du Salaire de la peur là, qui était sorti sur Netflix il y a quelques mois. J'ai pas aimé le HPI. Surtout en plus le film souffre d'une double lecture avec l'original et avec Sorcerer quand même. Donc forcément ça pique, ça fait très très mal. Et déjà c'était le premier film que je voyais avec Gastambide et je me suis dit putain c'est. T'as pas vu les Kaira? T'as pas vu les Kaira? Non, j'ai pas vu. Non. Waouh. On va s'abstenir quand même parce que j'ai pas envie de le revoir, Storm, s'il te plaît. Il y a 2-3 trucs qui m'avaient fait plus rigoler que dans Taxi pour le coup. Il y a 2-3 trucs, mais c'est pas rigolé. C'est tellement con. Mais non, je l'ai regardé parce que j'aime bien Alban Lenoir et donc dans la Alban Lenoir Exploitation, voilà, je me suis dit tiens, je vais le regarder, mais je pense que par rapport aux deux autres chefs-d'œuvre, ça va forcément ça va poser un problème. Et si un jour on est amené à parler du remake du Salaire de la peur, voilà, on dira en quoi ce film peut être problématique, mais. Eh ben allez, bientôt un épisode de Qu'est-ce qui sur Alban Lenoir avec Alban Lenoir. Il a pas fait énormément de films, mais rien que sur les films sur lesquels il est premier rôle, on pourrait faire un bel épisode. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je pense. Entre Balles perdues, Akei, et puis ça, il y a. Des records. Il y a de quoi faire. Après, HeroCorp, on est plus sur la série et si c'est un peu un personnage principal, mais pas vraiment. Oui. Il a même joué dans Kaamelott aussi. On n'est pas là pour parler d'Alban Lenoir. Oui, on n'est pas là on est là pour parler HPI. Alors, le saviez-vous, Gastambide? Et est-ce qu'on a un HPI là chez nous qui ferait les commentaires? Ah bah voilà, on est bien tombé. C'est moi, mais je suis pas HPI. Moi, je suis juste con, c'est tout, c'est différent. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Alors oui, j'ai 2 commentaires. J'ai un 4 étoiles, pas trouvé 5 étoiles.
Alors, j'avoue que j'ai pris vraiment, en fait, à chaque fois, je m'attarde même plus sur le nombre d'étoiles. Oui, je pense qu'il me semble drôle. Voilà. Et donc là, le 4 étoiles de Sosox25 qui nous dit « J'ai regardé avec Sonia, c'était hilarant, pitié !» C'est qui Sonia? D'accord. Je sais pas. Sa femme, peut-être. Mais on est censé le savoir puisqu'elle le dit. Donc si vous connaissez une Sonia, elle a sûrement regardé Taxi 5 avec Sosox25. Et on a une étoile de Mayu, ou Mayux, qui dit « Si un mec, entre parenthèses, chauve, me drague en faisant que des analogies sur les bagnoles, je pense que je me tue devant lui pour changer sa trajectoire de vie à tout jamais. Entre parenthèses, je suis très sérieuse. » Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, putain. On est vraiment sur un truc aussi où c'est vraiment chelou. Tu vois, encore une vanne qui est con, là, quand il l'emmène pour aller voir les dauphins, puis qu'il se plante, là, qu'il se retrouve dans un truc où il y a un gros phoque, là, je sais pas quoi. Ça pourrait être drôle, mais c'est pas, cette scène, elle est mal branlée, en fait. Ouais. Voilà. Si tu veux l'emmener que c'est drôle, tu peux, mais il faut pousser le potard, quoi. Tu vas jusqu'au bout de ton truc. Si c'est juste pour faire ça, oh là là, elle sort de l'eau, il y a un phoque qui fait, et puis elle se barre. Sinon, oui, ça sert à rien, c'est nul. C'est pas drôle. Et puis ça mène à rien dans le film, dans l'histoire, c'est juste du remplissage là. Oui. Et puis l'effet comique, si c'est ça qui était voulu, il est loupé parce qu'ils ont pas poussé le potard où il fallait. L'effet comique, c'est qu'en fait c'était pas les dauphins. Oui, c'est ça. Mais c'est pas drôle ça. C'était les otaries. Ce qui était drôle. Attention, je tiens à le préciser parce que je suis HPI. Là, tu t'aurais rigolé à la limite. Oui, mais avec les requins, c'est pas HPI ça. Ouais. Ah voilà, le HPI, alors que le gros éléphant de mer, le phoque, là, lui, qui est HPI, y a pas de problème. Oui, parce que il est gros et il la pousse dans l'eau. Et c'est l'instant, parce qu'il fallait un instant moustache, tu vois, et puis ils ont rien trouvé de mieux de mettre un morse pour mettre l'instant moustache. Ouais. Ils ont demandé à Williamson, il a dit non. C'est vrai qu'on aurait dû relever un quota moustache sur chaque film quand même. Bon, on sait que Whitefire était largement devant avec un très beau 11 sur 10, je pense, de moustache. C'est vrai. Ah oui. Là, c'est vrai qu'il y a pas trop de moustache. Même Bernard Farcy, petite moustache, moins qu'avant, donc. Et oui, mais moins qu'avant, parce que la vieillesse, tu connais. Voilà. Très gentil Bernard. Ah oui. Comme gars. Ah, et ben, écoute. J'avais discuté avec lui au festival de Gérardmer, c'est un gars qui est hyper gentil. Eh bien, merci messieurs. En tout cas, je pense que pour cette saison et même pour la totalité de la vie de Keski, on va s'arrêter là avec les nanars. Et regardez Whitefire. Avec les navets. Alors, on peut s'arrêter là pour les navets. Faire un épisode avec les nanars. Mais on fera des vrais. On s'interdit rien. Continuer les nanars. Bien sûr. On s'interdit rien. Mais effectivement, là, les navets, je pense qu'on peut essayer de s'arrêter là, même s'il y aura toujours un ou deux films mauvais. Pour les navets, basculer sur et vous trouvez ça drôle vraiment, je pense qu'on a de la matière. On est pas mal. On a de la matière et on a de la marge. Ça, c'est le potage. Les épisodes sont de plus en plus gros parce qu'on a de moins en moins de trucs à dire sur certains films, mais vas-y. Avant de se quitter, messieurs, un petit instant promo. Promo. Allez-y, c'est à vous. Bah oui, Storm. Parce qu'il y a un épisode de l'entre de la. Alors, on a un épisode. Alors, bon, je sais pas quand celui-là sort, là, de Keski, mais on a un épisode, qui va arriver incessamment. De 8h27. Dream Home. non, là. Moi, je vais rien dire parce que je peux même pas commencer à dire ça va être. Je dirai rien. Donc, il y a un épisode qui va arriver, donc sur Dream Home, un film de Hong Kong. Voilà. Ok. Et ça raconte quoi ça? Le pitch. Fais-moi le résumé et après on fait les commentaires. Le pitch en gros, c'est une fille qui veut s'acheter un appartement, mais qui est trop cher pour ses moyens à elle et qui va tout faire pour réussir à faire baisser le prix du marché du coin. Ok, d'accord. Voilà. On rappelle que c'est un podcast sur des films d'horreur. Comme ça, c'est un peu mystérieux. Vous imaginez ce qu'elle peut faire. Jess était très contente. Elle va mettre ça lui a donné des idées pour Londres, pour son quartier à Londres. C'est ce que j'ai mis. J'ai dit voilà, regardez ce film, vous aurez des idées pour faire baisser le marché immobilier. En espérant que le prochain épisode que vous enregistrerez sera sur The Réfrigérateur, bien évidemment. D'ailleurs, si la communauté, qu'est-ce qu'il peut pousser un petit peu, je fais rien contre. Ah bah t'inquiète pas, là à l'heure où on enregistre, c'est le jour où il y a eu le sondage de publier. Moi j'ai voté 2 fois oui avec mes 2 comptes. Je peux même le faire une 3e fois avec le compte et vous trouvez ça drôle vraiment. Et j'ai retweeté en citant
en disant allez-y, il faut mettre des gros oui et tout, donc t'inquiète. Normalement, c'est combien? C'est à combien que... Je sais plus combien elle m'a dit, 30 ou un truc comme ça, 40, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc en plus, elle a pas été gourmande on est sur ce coup-là. On est pas loin. On est déjà à faut que j'y aille, j'ai pas du tout. Ça peut assez vite monter. Donc j'ai 3 comptes voilà, aussi. Il va y avoir un quatrième. En parlant de ça, du côté de... Et vous trouvez ça drôle vraiment? Alors au niveau des Baby Graveurs, début juillet, on sort un épisode sur le film 1984. Tiré du livre éponyme, voilà. Et puis pour l'été, pas de vacances. On aura aussi des épisodes pendant l'été. Et je tease quand même l'épisode de la rentrée de septembre parce qu'on est en train de travailler Julien et moi comme des acharnés sur le parrain. Oui, sur voilà. le parrain. Et c'est énormément de boulot. On était ultra gourmands. On voulait faire le parrain et le parrain 2. On va faire que le parrain pour le moment. Le parrain 2, on va se laisser un petit peu de marge pour y travailler parce que quand je vois que toute la somme de travail qu'il y a à faire sur le premier épisode, c'est considérable. On espère. Est-ce que vous avez grave la si on l'invite, c'est mort. On explose. Ça fait moins mal. On explose le pot d'horreur là si on fait ça. Mais c'est surtout quoi, il y a tellement de choses à dire sur ce chef-d'œuvre que j'espère que voilà qu'on sera le plus complet possible. Et puis, je vais te laisser parler, Flo, sur l'épisode à venir de Et vous trouvez ça drôle vraiment. Et puis, oui, et vous trouvez ça drôle vraiment. Donc, l'épisode du mois de juillet, normalement, c'est lequel? Je m'y perds. Hein. C'est un air de famille. Donc, un air de famille avec Bakri, Jaoui, etc. Donc, voilà, nous, on dira rien parce que... Il y a des surprises. On l'a commenté. Il y a peut-être des surprises, effectivement. Il y a peut-être des surprises. Et on a enregistré aussi un épisode il n'y a pas si longtemps que ça, qui sera diffusé, lui, au mois d'août, et qui sera sur un film de Quentin Dupieux. Voilà. Et puis après, on attaquera la rentrée assez fort avec au poste. Voilà. Et on attaque aussi la rentrée assez fort avec, et vous trouvez ça drôle vraiment, avec, je ne donnerai pas le titre là, mais avec un film du Christian Clavier Cinematic Universe, le Triple CU. Donc, un bien beau programme à prévoir pour cet été. Vous allez vous régaler. On a dépensé sans compter. Normalement. Ah bah là. Normalement, si je me trompe pas, il devrait rester un dernier épisode de Qu'est-ce qui avant la fin de la saison. Si on ou alors cet épisode-là sera le dernier, si on trouve une date. Mais ou alors cet épisode-là sera le dernier et celui qui était prévu sur le spoiler, je pense sur le DCU. On a déjà posé au dernier. Enfin sur le DCU hors Cinematic Universe se fait. Ce sera peut-être à la rentrée le premier épisode de la prochaine saison. Ça, il faut qu'on revoie avec Chris, avec Jess, avec vous. Avec Jess surtout, hein, parce qu'elle nous manque. Pour caler une date. Ouais, quand même. Parce que, moi, j'ai par contrat, je dois dire une gentillesse sur elle par émission, donc voilà, c'est fait. Ouais. Je sais pas, j'ai signé sans réfléchir. Je t'avais dit de pas le faire. C'est les petites, c'est les petites annotations en bas de page, les trucs que tu lis jamais. Ouais, mais j'arrête pas de te dire des trucs, mais tu m'écoutes pas, tu me regardes plus, donc... Et bien, en tout cas, merci Tom, merci Storm. Merci Flo. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, hein, tout dépend l'heure à laquelle bonne matinée, bonne après-midi. Et oui, bonne matinée, tout ce que vous voulez. Et on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Qu'est-ce qui vient. Salut.